Ça me permet de checker un peu Et un peu les... con.
Bonsoir et bienvenue dans le monde de Dayo. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette deuxième émission puisque nous allons parler et continuer sur le montage. Et j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs invités ce soir et on va commencer effectivement par vous présenter notre ami Jean-Philippe. Alors je mets le casque déjà pour l'entendre. Voilà, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui commencent à nous regarder. Voilà, donc Jean-Philippe, bienvenue à cette émission. Je ne sais pas comment je dois t'appeler. Est-ce que je t'appelle Kaz? Est-ce que je t'appelle Jean-Philippe? Qu'est-ce que tu préfères en fait? Alors, mon nom de baptême, c'est Jean-Philippe, mais mon nom, on va dire, dans le métier, c'est plutôt Casimir. Casimir. Ah oui, alors c'est peut-être pour ça qu'on Casimir. voit des... Et pourquoi? Voilà. Si c'est pas indiscret? Parce que quand je suis arrivé dans la société Avid, puisque ça fait maintenant 25 ans que je suis dans la société Avid, j'étais les cheveux longs et j'avais un pull avec un énorme Casimir que j'avais dessiné moi-même. Toi aussi, tu as Parce que les j'étais- cheveux longs comme moi? Voilà, exactement. Les cheveux longs et un pull orange avec un énorme Casimir. Ah d'accord, Et donc on ça m'a dit, t'a oh, suivi toute ta vie en Casimir! fait. C'est ça. C'est pas près de Ok, me lâcher. d'accord. Alors, pour nous accompagner, pour continuer dans cette émission, alors il y a une espèce de bruit que j'entends, je ne sais pas de qui ça vient, mais c'est pas grave. J'accueille également Karim. Karim, tu viens de chez Apax Design, tu es formateur, master trainer, enfin on se connaît depuis un moment tous les deux, et je suis vraiment très heureux que tu sois avec nous ce soir, sincèrement. Et on va aborder... Ça me fait plaisir aussi. Merci. On va aborder toute la partie, On va faire le lien en fait entre Avid, la formation, puisque toi tu formes sur Media Composer, dans un centre de formation qui est vraiment reconnu sur la place de Paris, mais pas que. Voilà, on va continuer aussi avec notre ami Grégoire. Salut Grégoire, comment tu vas? Eh ben, ça va pas trop mal depuis une semaine. Bon, bah écoute, je suis très heureux de te retrouver à nouveau avec nous. Eh bien, le plaisir est partagé. Bon, là on est quand même dans ton domaine de prédilection quand même. Avid, Media Composer, montage... Oui, 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 bien sûr. Je monte essentiellement là-dessus, même si j'ai testé à peu près tous les autres. Mais bon, c'est vrai que je monte beaucoup là-dessus, tout simplement parce que le parc Avid est quand même très établi dans ce milieu. Alors ça, on va en reparler justement tout à l'heure. Exactement, je pense que tu pourras éclairer notre lanterne là-dessus. Exactement, alors j'en profite pour saluer tous ceux qui se connectent sur le chat. Salut Laurent, salut Mazaltov, salut Editor, bienvenue en tout cas. N'hésitez pas à poser vos questions, j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont se connecter avec nous. Qui c'est que j'ai pas présenté encore? Alors je suis désolé Jérémy, j'ai mon co-animateur que vous connaissez qui s'appelle Jérémy. Je l'affiche là, voilà, avec Greg. Salut Jérémy, comment tu vas? Et je suis là, salut, ça va bien et toi? Bah écoute, ça roule, je te remercie d'être avec nous. Salut Matt68, welcome sur l'émission. Jérémy, c'est marrant parce que le thème de ce soir, c'est Avid Media Composer, c'est la formation. Et toi, comme par hasard, le monde est quand même bien fait, tu es en train de faire une formation à ton travail sur Avid. Je rêve pas. Effectivement, en tant que chroniqueur récurrent, j'ai dû m'infiltrer en fait pour savoir de quoi on parlait, quoi. Et donc du coup, oui, j'ai complètement infiltré le monde des monteurs news depuis 3 jours, bien que voilà, j'ai été formé quand même à Avid à l'ESRA. D'accord. l'ESRA, une école que je connais très bien, tu sais. Oh oui. On en reparlera. On n'est pas, voilà, on n'a pas fini d'en parler, je pense. Oh là oui, parce qu'on fera des spéciales émissions justement sur les formations, sur l'ESRA qui nous accompagnera sur une spéciale, effectivement, puisque j'ai décidé plus tard, dans les semaines à venir, effectivement, de faire des spéciales sur les filières de formation. Si ça vous intéresse de savoir quel métier on peut faire, comment on peut se former, quelles sont les écoles qui forment en tout cas dans tous ces métiers, on abordera ces thèmes-là. En tout cas, voilà, on s'installe toutes les semaines avec vous. Écoutez, alors j'ai entendu, merci pour Mazeltov pour l'écho sur Jérémy, je l'ai corrigé normalement, c'est bon. Voilà. Matt, tu demandes si on a des coupures du stream ou c'est juste ta réception. Écoute, je sais pas. En tout cas, je vous laisse nous dire sur le chat si le stream est bon. Voilà. Alors, on va revenir sur cette caméra là. Voilà.
Donc, Jean-Philippe, alors le principe de l'émission, c'est, voilà, si vous avez... alors, on va découper l'émission en 3 parties. On va parler de la société Avid, mais surtout de Media Composer et du logiciel, de l'histoire et de la genèse de ce logiciel. C'est ce qui m'intéresse particulièrement ce soir. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir Kaz avec nous, qui, comme il l'a dit, depuis 25 ans, voilà, en connaît à mon avis de belles choses. Et Karim, Grégoire, Jérémy aussi. Alors Jérémy, je suis désolé, j'ai qu'une composition à 4 écrans, mais je veux dire, si tu veux dire quelque chose, tu me le dis et je te mets à l'antenne aussi, d'accord ? Pas de souci, je fais la roue de secours. Je fais comme ça. Alors, écoute, d'où ça vient, Media Composer ? En gros, ça a commencé quand et comment, Jean-Philippe ? Ouh là là. Alors, ça a commencé il y a très très longtemps, on va dire, en 1987, par un ingénieur qui s'appelait Bill Warner, qui voulait monter avec un ordinateur. Donc il s'est dit, ce serait pas mal d'utiliser un ordinateur pour faire du montage. Parce que là, il avait voulu faire un film lui-même, et s'est aperçu qu'à l'époque, enfin il n'y a pas si longtemps que ça quand même, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, il fallait louer des salles de montage, et c'était toujours des salles multimachines avec 3 magnétoscopes qui valaient la bagatelle, on va dire, de 100 000 euros chacun. Et donc ça coûtait extrêmement cher. Donc il s'est dit, c'est dommage de pas louer très longtemps cette salle parce que ça coûte trop cher. Ça serait mieux de faire le travail, une maquette avant avec un ordinateur, et après de louer cette salle un peu moins longtemps. Donc j'ai dit, tiens, on va prendre un ordinateur. Alors pour la petite histoire, là-bas, c'est un ordinateur Apollo. Ouais. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Apollo. Donc là, il faudra regarder dans Wikipédia. Et la petite histoire veut qu'il ait présenté ça. Alors on est dans les années 87, donc je pense qu'en 90, il présente ça. Et je crois qu'il présente ça à un salon qui n'était pas encore le NAB. Et il y a un représentant d'Apple qui vient le voir et qui lui dit, votre solution vraiment est géniale. Vous tenez une idée, mais par contre, vous n'avez pas la bonne plateforme. D'accord. Vous devriez travailler sur Macintosh. Alors attends, excuse-moi, tu dis pour ceux qui ne connaissent pas et pour les non-initiés, le NAB c'est un gros salon. Alors le plus connu c'est le E3 à Las Vegas, c'est le salon de l'électronique, consumer électronique, je ne sais plus ce que ça veut dire. Le NAB c'est un peu l'équivalent, mais pour milieu professionnel où tout le monde se retrouve chaque année, sauf depuis 2 ans quasiment, 1 an, ouais 1 an, on va dire avec le Covid, mais voilà. Donc je voulais juste préciser ce petit point-là. Alors. C'était même pas, je pense, le NAB, ça ne devait même pas exister à l'époque. Bref. Okay. Du coup, il passe en fait sa solution sur ordinateur Macintosh. Ouais. À l'époque, c'est des Quadra 950, même pas, c'est des Apple II classiques. Enfin, c'est des machines surpuissantes à 16 MHz avec 8 mégaoctets de mémoire. Donc, il faut quand même se remettre dans le contexte. Tout ça pour monter de la vidéo. Autrement dit, c'est des pixels, on n'y voit rien, quoi. C'est-à-dire que on prend la cassette. On était en pas. C'était une NTSC la résolution à l'époque, c'était quoi ? Ah bah c'était du NTSC, c'était absolument vraiment dégueulasse. Ouais. C'était des gros pixels. Et donc il travaille comme ça intéresse les chaînes de télévision qui commencent à s'intéresser à ce produit. Mais en réalité, le montage virtuel, ça datait de bien avant. Parce qu'il y avait un monsieur, un réalisateur, Georges Lucas, pour pas le nommer, qui lui est vraiment le père en fait du montage virtuel. C'est vraiment lui qui a inventé ça, oui. Il a inventé une machine qui s'appelle l'Edit Droid. C'est pareil. L'Edit Droid. L'Edit Droid. Humour Lucas. Exactement, l'Edit Droid. Ouais. C'est la première machine de montage virtuel. Enfin, disons que Georges Lucas a décidé de faire une société pour commercialiser une machine de montage. Il y a une trentaine d'Edit Droid qui sont sortis dans le monde. Il a monté, je crois, le Retour du Jedi avec. Ah oui. Et oui. Il avait monté une société. Ça s'appelait, je ne sais plus comment. Mais le problème, c'est que sa société, à Georges Lucas, elle fonctionnait bien pour le film. Il maîtrisait tout ce qu'était le film. Ouais. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, il montait sur des disques laser, des laserdiscs. Ah oui, les gros trucs qu'on avait à l'époque. Enfin, moi, c'était fabuleux, ça. Comme des disques, mais laser avec de la vidéo. Ouais. C'était excessivement lent. Donc ça fonctionnait, mais c'était très lent. Et il s'est rapproché de David. Et il a vendu en fait tous les brevets de sa société Edit Droid à Avid. Ouais. Et il a pris des parts chez Avid parce que à l'époque, Avid, ils avaient une solution de montage plutôt pour la télévision, mais sur base de disques durs. Et des disques durs, tenez-vous bien, de 500 mégaoctets, ce qui était révolutionnaire. Un truc de malade. Et ça faisait quelle taille le disque dur de 500 mégaoctets ? Ça faisait un truc, je sais pas moi. Un pavé quoi. Un pavé quoi. Un pavé qui coûtait un bras, voilà. Ouais. Et tu pouvais mettre juste 30 minutes dessus.
Ouais. Et donc, du coup, il a revendu sa société à Avid en 93, je crois, et il a pris des parts chez Avid. Et du coup, tout le développement de tout ce qui était film, la maîtrise, on va dire, du film, de la pellicule, comment passer de 24 images, comment numériser ça en vidéo, est hérité en fait de la technologie développée par George Lucas. Ah ouais, d'accord. Et voilà, et du coup, après, Avid a explosé. Et c'était quoi? C'était Avid, c'était quelle taille de société? Combien de personnes au début? Bon, au départ, c'était vraiment une start-up dans un garage à l'américaine. C'était une trentaine de personnes. D'accord. Ça a commencé donc en 87, 93, développement avec George Lucas. Moi, je suis arrivé en 96. Voilà, et en 96, on était à peu près déjà 2000 personnes, quoi. D'accord. C'est vraiment finalement avec George Lucas que ça a pu exploser en fait finalement. Parce que George Lucas avait rencontré C'est son la succès avec. rencontre de deux technologies en fait. La technologie développée par George Lucas, qui était vraiment Ouais. adaptée au film, ils avaient super développé tout ce qui était film, Mm. et la technologie Avid du montage par ordinateur sur disque dur, Ouais. et la combinaison des deux, ça fait que ça a explosé, quoi. D'accord. Ok. Je vois ça. Sur le chat, je vois qu'il y a quelques-uns qui ont des problèmes de, je sais pas, de coupure ou de qualité. Écoutez, je sais pas si ça fait ça chez tout le monde. En tout cas, Mazel Tov, non. Bon, écoutez, on va continuer quand même. Ok, donc on est en 93, c'est ça? 93. 93. Et alors, Greg, t'avais pas une histoire, toi, sur le premier film qui avait été monté, justement, et qui avait eu un Oscar? C'était toi qui me l'avais raconté, ça, non? Non, pas à ma connaissance. Par contre, si vous voulez regarder des images de Avid des années 80, ça existe sur le net, hein. Je crois que c'est la chaîne YouTube Avid, On est quelque là. chose comme ça. Ah, Et c'est très drôle, quoi, si vous vous ah, souvenez plus de ce que c'est qu'un ça, écran. je peux le partager. J'ai essayé de trouver, mais j'ai pas trouvé, moi, pour le coup, Ah, on des a trouvé vidéos ça avec Jérémy il y a de déjà l'époque. quelques temps. Ah oui, je devrais pas Ah, t'en il faut, trouver il ça. faut, il faut m'envoyer le lien, il faut me dire où je trouve ça, parce que c'est vrai que Alors, c'est. Ah non, non, Ah ouais, c'est... des écrans à tubes Jérémy va cathodiques. t'envoyer. Ah ouais, je veux voir Ouais, ça. et des tubes cathodiques, mais Là, du genre 13 pouces, quoi. ouais. Tubes Ouais. cathodiques Là, derrière, là, énormes. moi, j'ai D'accord. la démonstration justement de Bill Warner sur l'Avid 1, le tout Ah premier oui. Avid, Ouais. qui dit je vais vous Ah. montrer un truc révolutionnaire. Waouh. Donc ça, vous cherchez l'Avid 1 dans Google, enfin Ouais. sur YouTube, pardon. Et, Alors attends, et sinon, on il va y a chercher. On peut chercher ça 2 secondes. pour, Vas-y. pour- pour vraiment voir l'historique, il y a un Ouais. documentaire sur YouTube qui s'appelle The Rise and the Fall of the Edit Droid. Ah, d'accord. Donc ça, Donc c'est c'est quoi? C'est vraiment la l'histoire, en genèse de fait. ça. Ouais. C'est la genèse en fait de la machine de George Lucas, l'Edit Droid. Et il raconte la société que George Lucas avait conçue et comment Ouais. ils se sont rapprochés d'Avid et comment ils ont après comment George Lucas a laissé ses brevets, je dirais, à Avid et a pris des parts chez Avid. D'accord. The Rise Edith and Droid. the Fall of the Edit Droid. Excusez mon accent, hein, c'est un documentaire néerlandais. Bon, en tout cas, on oui. le Ah, mettra d'où l'accent. Ouais. L'accent néerlandais est très bien. Oui, oui. Vous l'avez très bien fait, hein, je maîtrise Oh. des années de pratique à Amsterdam Super. pour les salons. D'accord. Bon, on le mettra sur le chat de toute façon, sur le Discord, pardon, à la limite, pour effectivement ceux qui veulent le regarder. C'est une séquence collector nostalgie, à mon avis. Hein. Ah oui, bien nostalgique pour voir d'où on vient au niveau de l'informatique. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, avec un ordinateur portable, on fait ce qu'on veut. Mais à l'époque, il faut imaginer qu'un disque de 500 mégaoctets, pour monter un film d'1 heure et demie, c'était un peu compliqué. Ouais, enfin, ceci dit, ça n'a pas beaucoup changé, hein, Greg. Aujourd'hui, même si tu files un disque de 10 Tera à une prod, c'est jamais assez pour mettre les rushs, hein, non? Non, plus maintenant, parce que on donne 10 jours de tournage pour un 52 minutes. Donc Ouais. même avec tous les plus gros efforts de la Terre, les journées de 8 heures, si on veut pas les dépasser, on se retrouve pas avec des tonnes et des tonnes de Tera. Après, tout dépend du réalisateur, hein. Ouais. Il y a des réalisateurs qui multiplient les caméras et qui vous en mettent 8 là où 2 suffirait. Ouais. Forcément, ça fait du volume. Et Sinon, ça il y a fait les du proxys. taf derrière. Ouais. Sinon, il y a aussi les proxys, mais c'est pareil. Moi, je vois, notamment en reportage, où on travaillait pas forcément en proxy, mais avec des résolutions basses et une conformation derrière. Ça se fait de moins en moins. On travaille directement en DNX 120 pour ce qui était encore du DNX, puisque ça a un peu changé, ou 185 même dans pas mal de prod aujourd'hui. Donc des hautes résolutions diffusables immédiatement, livrables.
ok. Il y a M. Lardon qui nous a partagé le lien de la vidéo sur le chat pour ceux qui veulent regarder. Donc ok, donc ça c'est 93, on a l'historique. Alors après, est-ce qu'il y avait de la concurrence au départ ou Avid a été entre guillemets seul et novateur pendant plusieurs années et à quelle vitesse ça a grandi tout ça, Kaz? Eh ben, si on fait d'historique, c'est pareil. Je pense que la concurrence est arrivée au début 95-96. Il y avait une société qui devait s'appeler Mediasan. Ouais. Mediasan. Voilà, qui était. Alors eux, leur spécialité, c'est qu'ils faisaient des cartes graphiques magnifiques. Ah oui, Mediasan, oui. D'accord. Ils n'avaient pas le logiciel, donc la qualité d'image était superbe par rapport à Media Composer, mais Ouais. le logiciel était un peu plus difficile. Et il y a une autre société qui s'appelait Lightworks. Ah oui, Petit Lightworks, requin. mais ça existe toujours, hein, Lightworks. Hein. Tout à fait, qui a été racheté, je pense, à mon avis, par Editshare, si mes souvenirs sont exacts. Ouais, mais je crois que ça a changé encore. Ça appartient plus à Editshare D'accord. aujourd'hui. Ça a Eh encore ben, changé. figurez-vous que ça arrive aux environs de 97, je dirais. Ouais. Et figurez-vous que la meilleure monteuse du monde, pour moi, continue à travailler avec Lightworks. C'est la monteuse de Martin Scorsese, Ah ouais, qui continue à d'accord. travailler là-dessus. Ouais. Ah, quand tu dis la Et- meilleure monteuse, c'est toujours la même monteuse qui bosse pour Martin Scorsese? Ah ouais, c'est toujours la même monteuse qui Ah travaille bon, pour et comment elle Martin s'appelle? Elle Thelma s'appelle... Schoonmaker. Ah, Bravo. Jérémy, t'as dit? C'est la seule Thelma- monteuse que je dois connaître. D'accord. Ah, ok. Bravo, on va faire un quiz. C'est Thelma Schoonmaker. Schoonmaker, un truc comme Schoonmaker, ça. il me semble. D'accord. Ok. Ça, Qui c'est était, excellent. qui était la femme aussi d'un ami de Martin Scorsese. Attends, elle bosse sur Lightworks ou elle bosse sur Avid? Elle bosse sur Lightworks depuis Toujours. le début. Putain, Tous c'est les films de énorme. Martin Scorsese sont réalisés sur Lightworks. Bah, écoute, de toute façon, en même temps, Mais il y en a encore, hein, il y en a encore. C'est pas les plus jeunes, mais il y en a encore. ouais, parce qu'au Ah, final, attends, là on peut aussi aborder cet aspect-là. Finalement, là on fait un focus aujourd'hui autour d'Avid, mais au final, pour raconter une histoire, quel que soit le logiciel de montage, ça change pas grand-chose. Ou pas, justement. Vous les experts là, dites-moi. Non, ça change des choses, mais à partir du moment où tu as une bonne histoire, de bons rush et un monteur capable de faire quelque chose, tu peux le raconter même sur iMovie ou sur n'importe quel logiciel de montage de base. Ouais. Ensuite, c'est une histoire de confort, de rapidité, comment on est plus ou moins bien avec sa machine, les habitudes qu'on a développées. C'est pour ça qu'il y a même, je dirais même pas, évidemment, moi je travaille beaucoup sur Avid parce que j'ai été formé dessus et que j'y ai été un peu obligé, mais au bout du compte, j'ai travaillé sur toutes les machines. T'avais que ça Parce que ou non, parce que j'ai été formé dessus, c'est d'une part, Ah oui, et puis que ouais. le parc Avid étant ce qu'il est, moi j'ai commencé à travailler, on devait être en 99. Le parc Avid à l'époque, alors qu'il coûtait une fortune, n'importe quelle station coûtait très vite très cher, pas à cause du stockage, du hardware, etc. On pouvait pas, à l'époque, personne n'avait un Avid à la maison. Hein. Le télétravail sur Avid, c'était pas possible. Mais voilà, après j'ai essayé toutes les autres. Effectivement, j'ai monté sur Mediasan, j'ai monté sur Final Cut, j'ai monté sur Premiere, au moins pour savoir ce que ça valait. Et voilà, quand tu arrives dans une société où effectivement on te dit bon bah voilà, on a 30 salles de montage, il y a 28 Avid. Ouais. Et ben tu travailles sur Avid de toute façon. Ça justement c'est un truc. Est-ce que Jean-Philippe, parce que je sais que alors on peut en parler aussi. La représentation ou la répartition entre guillemets des logiciels, parce que là aujourd'hui on commence avec Avid. Je voudrais aussi parler plus tard de Resolve, de Premiere et de Final Cut justement. Mais il y a quand même un univers où c'est prédominant Media Composer, le cinéma notamment et pas que, mais le cinéma. J'ai l'impression quand même que énormément de films, je vais pas dire la majorité, mais presque, sont montés sur Avid aujourd'hui. Oui, tout à fait. On va dire 95% des films sont montés sur Media Composer. Alors, il y a effectivement, comme on l'a déjà dit, c'est pas juste l'outil qui fait que qu'il est exploité spécifiquement, je dirais, à Hollywood ou pour la majorité des films. C'est aussi l'ensemble, on va dire, des méthodes de travail qui sont appliquées aux États-Unis ou partout dans le monde. C'est aussi que, on va dire, plutôt aux États-Unis, on n'est pas tout seul à monter. Il y a quand même un certain nombre d'assistants, de monteurs. Et effectivement, tous ces gens travaillent ensemble, voire en même temps, sur les mêmes images. C'est ça aussi qui a fait le développement d'Avid. C'est que il me semble que c'est un des points forts d'Avid.
voilà, un des points forts de Avid, c'est la gestion des médias. Le fait que une fois que le système a ingéré les médias, bah, on les perd pas et puis on peut se les partager. On peut se les partager à plusieurs, on peut travailler en même temps, on peut aller jusqu'à 25 personnes qui vont bosser en même temps. On récupère les effets spéciaux qui arrivent, on les intègre dans la timeline, tout ça. Enfin, c'est tout ce qui va, je dirais, autour du montage, mais qui est essentiel pour toute la post-production, c'est garantir toute la chaîne en fait. C'est ça aussi qui a fait le développement d'Avid. Le fait aussi peut-être que d'abord ils ont été les premiers et qu'ils c'est directement hérité du montage traditionnel. C'est-à-dire que c'est ce que je dis toujours. Avid est un outil qui a été vraiment pensé pour des monteurs qui venaient de la pellicule et donc qui a hérité de toute cette technique classique. Alors attends, explique tout ce que c'est pour ceux qui ne comprennent pas en fait. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un peu rouillé, c'est un peu vieux. Attends, j'essaye de cadrer parce que je n'arrive pas, mais j'ai un peu de mal. Donc là, c'est une... Steinbeck. Alors Steinbeck, c'était des tables de montage film très réputées. Ah oui, oh la vache, ah ouais, c'est super collector. Donc ça. là, on est vraiment en montage pellicule. Ouais. Et effectivement, lorsque les premiers systèmes de montage virtuels ordinateurs sont arrivés, bah, les monteurs n'étaient pas habitués. Ils étaient habitués à coller avec un ciseau de la colle. Ouais, c'est du scotch, pardon. Ouais, mais ils utilisaient cette manette. Ouais. Donc, Avid a récupéré cette manette, voilà, pour la connecter sur un ordinateur. Ah oui, d'accord. Donc oui, c'est l'ancêtre du jog qu'on retrouve sur d'autres produits aujourd'hui. C'est l'ancêtre de la souris. C'est-à-dire qu'avant la souris, les monteurs se servaient de ça pour faire son point d'entrée, son point de sortie, et puis jog shuttle. D'accord, ok. Et il marche toujours celui que tu as dans les mains? Il faudrait un connecteur DB25 USB 3 Firewire, je sais pas quoi, pour pouvoir le connecter. Mais... Thunderbolt. Je connais un bon soudeur, on peut s'arranger. Donc ça pèse un âne mort. Ouais. Voilà, ça c'est du costaud quoi. Donc, En tout cas. Ok, je vois sur le chat Matt68 de retour sur le Mac pour éviter les micro-coupures de l'iPhone. Ouais, a priori, il y a l'air d'avoir des. Alors, sur Twitch, effectivement, selon les supports ou les trucs sur lesquels vous regardez, parfois il y a des problèmes de coupure. Bon, écoutez, ça le fait passer tout le monde, donc je pense que ça vient pas de chez nous en tout cas. Ok, alors c'est dommage parce que j'ai quelques collecteurs aussi, moi, Avid dans mon bureau là-bas avec des vieux produits, mais bon, je vais pas aller les sortir, les chercher, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on en est sur donc alors oui la part de marché, donc le cinéma. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors Greg, tu parlais, toi, tu disais voilà, aujourd'hui j'arrive dans une boîte de prod et sur 30 salles de montage, il y en a 26, c'est de l'Avid. Donc c'est quoi la spécificité justement de la présence d'Avid sur le marché de l'audiovisuel français? De toute façon, alors voilà, moi je bosse aussi bien chez Digital que chez Elephant, que chez Digimage. D'accord, donc ça c'est des noms de sociétés, pour ceux qui connaissent pas, c'est des grosses boîtes qui font quoi qui ont beaucoup de salles de montage, qui font de tout, qui font de la télé, Digimage un peu plus de cinéma, Elephant, télé et cinéma, autant magazine, cinéma très peu, mais beaucoup de téléfilms. Magazine type 7 à 8, choses comme ça. Et voilà, chez ces gens-là, y a énormément d'Avid. Pourquoi? Parce que effectivement, d'abord, on a plein de gens formés sur Avid en tant que techniciens purs, c'est-à-dire qui vont nous gérer le stockage, qui vont nous gérer tout ça et qui ont de bonnes habitudes, parce que un des gros points forts d'Avid aussi, entendons-nous bien, je suis pas là pour dire que Avid est meilleur que les autres. Pour moi, Avid est meilleur à titre personnel parce que j'y suis très habitué, que j'ai développé ma façon de travailler dessus. Ensuite, voilà, il peut y avoir des gens, notamment aujourd'hui, des gens qui se forment, qui arrivent de rien et qui vont se former sur Premiere, qui vont trouver Premiere tout à fait acceptable et même parfait. Et en plus, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on veut faire dessus. Voilà, si on veut toute la suite Adobe, etc. Enfin bref. Donc toujours est-il que une des grandes forces d'Avid aussi, c'est que, alors évidemment c'est généralement payant, mais une société va prendre une hotline et on n'est jamais en carafe. C'est-à-dire que voilà, c'est typiquement. Tu abordes un problème, je ne vais pas dire un problème, mais est-ce que aussi là, alors je vois qu'il y a Jean-Philippe qui est un petit peu, il y a quelque chose qui ne le plaît pas dans ce que dit Greg.
Ah non, au contraire, non, non, tout à fait, c'est ça. D'accord. Euh, Ah, d'accord. Pour toi, c'est le non, point pas du fort, tout. c'est le, Ah bah, le support qu'il y a derrière, effectivement. Voilà, c'est ah même bah, clé. le point de force, c'est l'historique, effectivement. Avid Mm, a été parmi les premiers, mais aussi, enfin, chez Avid, on ne fait que du logiciel de montage vidéo ou du logiciel de montage audio. On ne mm, fait pas d'autres logiciels, on ne fait pas des boîtes, même si on en a eu mm. Vous fait. faites pas des téléphones? Euh, on fait pas des téléphones, voilà. Dommage. Alors, ce qui est Je suis marrant, sûr que parce ça que plairait pas mal, hein. voilà, si on revient à l'historique, Le Jérémy sachez qui tout fait de oui. même que Ouais. dans l'historique, en 99 est apparue Première. Voilà, En dans 99? l'historique. Tout Ouais. à fait, 1999, qui est à l'origine était un logiciel, oui, qui était en 99, et après, je crois que c'est pas très loin après, je pense en 2000, Final Cut, Mm. qui était un logiciel PC Et racheté première, par c'était Apple. déjà Adobe ou c'était un logiciel à part? Je me rappelle même plus d'ailleurs. Alors, c'était un logiciel à part, mais qu'ils ont racheté en fait. D'accord, ok. Mais bon, Croissance enfin, là, externe. n'est pas la question. Effectivement, Mm, c'est pas pour dire qu'on est les plus anciens, on est les meilleurs, on est les plus forts, mais c'est effectivement la connaissance du métier de par mm, l'historique, mm, euh, du fait qu'on ne fait que ces logiciels et pas autre chose, mm, qui ont fait qu'il y a eu aussi pas mal d'évolutions. Parce que ce qui était aussi important, c'est on est vraiment en contact justement avec les monteurs, avec les utilisateurs. mm. Et c'est ça qui a fait progresser aussi Avid. C'est voilà, qu'est-ce que vous avez besoin pour mieux travailler? Bah tiens, il faudrait que le bouton soit là, là, là. Ça, tout le monde connaît ça aujourd'hui. Mm. Mais c'était plus dans les méthodologies, c'est-à-dire que la qualité est dégueulasse. Il faudrait trouver quelque chose pour avoir une meilleure qualité. De là est arrivé des compressions. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît le ProRes, mais le Ouais. ProRes, peu de personnes savent que il est hérité en réalité de l'Avid DNX HD Ah qui bon? a été développé par Avid parce que il y avait un problème de compression. Voilà. Sauf que Avid c'était totalement gratuit, donc on l'a dit c'est gratuit, voilà. Et après il y a eu le ProRes. Ouais. Pareil pour partager les médias, Mm. ça existait déjà on va dire les serveurs de stockage, mais c'était de l'informatique. Ouais. Parle quand même à des gens qui, encore une fois, c'est pas une critique, mais qui passaient du montage avec des ciseaux et de la colle à une souris. Donc ça, déjà, il a fallu un apprentissage. Donc il y a Mm, eu un accompagnement, évidemment, mm. des utilisateurs. Et après ça, évidemment, il a fallu aussi leur apprendre l'informatique pure, c'est-à-dire le stockage, le partage de médias. Si je mets mes médias là, comment je les partage. Ouais. Et Là, donc ça, c'était aussi... voilà. je vois que Matt68, il connaît bien, il a connaît pas mal de choses. Média 100, compression Ah ouais, MJPEG, MPEG 1, ouh là oui. ah ouais, là, ça part dans la C'est... technique, là. Ça, c'est des anciens, Alors, des pour anciens. info, si je peux amener quelques petites précisions, Matt 68 est un de mes très bons amis et a été longtemps monteur à vide, l'est toujours d'ailleurs, Mm, mais touche à beaucoup monté aussi sur Final Cut, à l'époque où Final Cut était fréquentable, c'est-à-dire jusqu'à la 7. ouais. Il a tenté de me convaincre pour la 10, Ça, c'est dit. mais ça a été un Ok. peu plus compliqué. Alors, Ouais. Attends, Et, Karim, il a un truc à te dire après là-dessus. non, et rien. juste pour finir, aujourd'hui, il commence à pas mal monter aussi sur Resolve. Ouais, C'est Resolve, ouais. voilà, il aime bien, c'est un touche à tout. C'est ça. Mais alors, tiens, touche à tout. Alors, on en reparlera aussi après avec Karim sur la partie formation. Mais écoute, moi, je suis autodidacte et je suis touche à tout. J'ai appris Premiere, Final Cut et tous les autres tout seul. Mais Avid, pour le coup, j'ai jamais pu comprendre vraiment la philosophie, comment ça marchait, sans en faire une formation. Vraiment. Donc, à la limite, je te dirais, je ne sais pas si c'est pénalisant pour le fait, pour le soft, pour qu'ils prennent des parts de marché. C'est peut-être pas le même public que Final Cut 10, que peut-être Resolve aussi, puisque Resolve on le trouve de manière gratuite sur une version avec plein de choses. Et moi, à chaque fois qu'on me dit, tiens, qu'est-ce que tu veux comme logiciel? Un particulier qui veut un logiciel de montage pour faire plein de trucs, entre guillemets, que ça lui coûte pas cher, je lui dis, bah, prends Resolve, parce que pour le coup, bon, c'est peut-être trop compliqué, mais au moins, il y a beaucoup de choses. Maintenant, ceci dit, il y a aussi Avid, une version gratuite et légère, c'est Media Composer First, je crois, c'est ça, hein, Tout à Kaz? fait. Oui, Ouais. oui. Donc voilà, mais après, ouais, c'est. Bon, on en parlera plus tard sur l'état d'esprit. Il y a une philosophie en fait chez Avid, et tu en parlais, Kaz, sur la transition entre le montage film et avoir formé effectivement les utilisateurs au montage linéaire. Et je sais que toi, Greg, là-dessus, tu as aussi un point de vue entre. Alors, c'est pas pour faire de la comparaison négative entre Premiere, Final Cut et DaVinci, on n'est pas du tout là pour dire lui il est meilleur que les uns que les autres, mais Greg, toi, tu as un point de vue sur le côté logiciel de montage pour les monteurs sur Avid. Oui, complètement. Oui. C'est-à-dire que les autres logiciels ne sont pas mauvais, mais ils sont apparus après. Donc, ils Ouais. n'ont pas vraiment pris en compte
cet héritage du montage pellicule, tout simplement. Mm. Avid l'a fait dès le départ et donc a continué à évoluer, mais en respectant un peu ses bases. Et bon, aujourd'hui, il y a quand même un truc un peu particulier qui est, on va en glisser 3 mots, qui est là, depuis Avid de 2019 et 2020, qui sont voilà, pas très appréciés par les monteurs, mais parce que c'est une question d'habitude. Ouais. En revanche, c'est très apprécié par tous les techniciens. Hein. Les techniciens adorent. Bon, je me sens pas visé, et Totof non plus ne se sent pas visé. Non, quand je te parle des techniciens, c'est vraiment les gens qui gèrent le stockage, qui gèrent tout ça. Eux trouvent ça absolument génial. Effectivement, il y a des outils qui sont très très bien pour ça. Ouais. Après, donc voilà, les monteurs comme moi, c'est vrai ça fait pratiquement 20 ans que je travaille sur un Avid qui évolue, mais qui finalement ne se bouleverse pas non plus complètement d'une année sur l'autre. Et là, j'ai toujours retrouvé effectivement cette même philosophie que moi j'apprécie beaucoup, mais qui peut déplaire à d'autres. Et effectivement, quelqu'un de 20 balais aujourd'hui qui va se former, qui soit formé sous Premiere ou sous Avid 2020 ou sous Resolve, ça va lui poser aucun problème. On n'a pas le même passé informatique, tout simplement. Tiens, petit message. Alors, justement, j'allais te demander, Greg, si toi, la problématique, c'était que tu étais habitué j'allais dire, aux premières versions, et que du coup, l'arrivée d'une nouvelle interface, c'est ça qui te gênait, en fait. Enfin, gêner. En fait, tu penses que c'est ça qui peut gêner? Alors, ça peut gêner des gens comme moi, tout simplement, parce que j'ai tellement développé mon espace de travail et mon clavier. Je veux dire, il n'y a plus aucune touche à vide qui correspond. Moi, j'ai pas besoin d'un clavier à vide. Que, voilà, j'ai plus aucun outil. Je vous montre ce que j'ai sur mon bureau, quand même, les gars. Regardez, je sais pas si on va le voir. J'ai plus aucun outil. J'ai un clavier à vide. Voilà. Il est pas mieux que le mien. Oh la vache! Eh ouais, il est collector celui-là aussi. Ah ouais, c'est pas mal. C'est la touche, quand t'appuies, ça fait du bruit. Ouais, au moins c'est increvable, ceci dit, ça. C'est bien. Ah bah, mais non. 20 ans. En tout cas, pour finir de te répondre, voilà, j'ai vraiment mes habitudes, j'ai vraiment organisé complètement, parce que c'est une des grandes forces aussi, David, de pouvoir organiser complètement son espace de travail comme on le veut. Je l'ai tellement développé pour moi, ce qui me correspond. Par exemple, notre ami Jérémy qui est là et qui se remet au montage après quelques années de réal et de vidéo, je le reforme dessus. Il va pas forcément prendre le même espace de travail que moi, d'abord parce qu'il a un espace de travail qui correspond aussi à France 3 pour certaines touches, etc. Et donc, moi, mon souci, c'est que quand j'arrive dans une salle de montage, on m'appelle, certes, parce que j'ai énormément de talent, mais parce que Absolument. Énormément de talent. Alors là, j'adore. Non, mais typiquement, quand je monte des pubs, les 3/4 des réals me disent d'habitude, je ne reste pas en salle de montage parce que je laisse le monteur faire, ça me saoule, c'est lent, etc. Moi, j'ai tellement bien organisé pour moi, encore une fois, mon espace de travail, que les réalisateurs restent. Ils restent toute la journée parce qu'ils me demandent quelque chose, c'est fait. Si on me change complètement l'interface, étant donné que je travaille beaucoup, j'ai pas vraiment le temps d'aller me former sur la nouvelle interface ou je le prends pas. Eh ben, je vais chercher, ah merde, cet outil, il était là, attends, je comprends plus comment je fais ça. Et voilà, et je veux pas faire ça devant un réalisateur. Moi, j'ai besoin. En même temps, alors, moi, je suis pas d'accord avec toi pour. Enfin, je sais pas. Là, Jean-Philippe, tu vas peut-être tout tuyauter là-dessus, mais je vois les changements effectivement, puisque moi, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, je l'installe, je fais un peu le bêta-testeur. Bon, je suis pas monteur, c'est pas mon métier, même si j'étais formé à vide et je connais très bien, je vois les différences. Mais le changement quand même profond qu'il y a eu sur les dernières versions, Jean-Philippe, c'est quand même le moteur et l'engine. La cosmétique, c'est une chose, mais il y a quand même le cœur du logiciel, non ? Oui, tout à fait. Enfin, effectivement, il y a tout le moteur a été revu, mais ce qu'on voit en premier, c'est l'interface. Et effectivement, des gens qui ont 20 ans de pratique ou plus sur Media Composer, ils sont ultra rapides. Et c'est vrai que pendant longtemps, la courbe, je dirais, de progression de Media Composer, c'était voilà, c'est Rolls-Royce, hein, c'est tranquille, ça ne bouge pas, il y a 2-3 fonctionnalités qui arrivent, et là, tout d'un coup, pouf, ça fait comme ça. Là, effectivement, la transition est un peu raide. Mais parce que pendant 15 ans, on va dire, le logiciel a très peu évolué dans son interface globale. Là, effectivement, il y a eu un gros changement, une grosse refonte en 2019 totalement l'interface, qui a mis quand même 5 ans à se faire, parce que ça est sorti en 2019, mais on est sur le coup depuis à peu près 2015, quoi.
Et justement, on a réfléchi très longtemps pour pas essayer de frustrer ou de coincer les monteurs, parce que Alors ça l'ADN justement, David étant... il y a Mohamed68 qui te pose une question, Cass, c'est à quand une nouvelle version du pan and zoom sans trajectoire en dollars machin, je sais pas quoi. Alors je sais pas à quoi tu fais Ouais. référence, mais Greg va nous expliquer. C'est quoi ça? Ouais. En S, non. Bah, Alors, le Pan and Zoom, c'est une espèce de petit plugin qui a été rajouté il y a quelques années, qui te permet d'importer tes photos juste pour les voir, mais tu les poses dans ta timeline, tu poses un Pan and Zoom dessus, et ensuite, quand tu vas faire ton réglage, tu ne vas pas travailler sur cette image qui, par exemple, fait 1920 par 1080, mais sur l'image de référence qui, elle, peut faire 4000 par 3000. Donc là, évidemment, les zooms vont être beaucoup plus propres. En plus, on a différentes façons de calculer les flous et l'animation. Après, voilà, il y a des petites choses. Les courbes de Bézier, c'est pas encore son truc. J'ai eu le problème c'est aujourd'hui. sûr. Je me suis arraché les cheveux pendant 10 minutes sur un truc que j'ai fini par faire en linéaire parce que je ne sais pas pourquoi. Mais... Greg aussi s'est arraché les cheveux. T'as pas essayé le ça. Frameflex Et t'as pas essayé le Frameflex, Jérémy? Alors non, mais j'essaierai demain, je te promets, parce que vraiment, j'étais avec mon formateur qui m'a dit Frameflex, je vais essayer ça, ouais. Je crois que Jean-Philippe, tu avais un truc à dire, là, à rebondir sur ce que disait Jérémy, non? Non, tout à fait, oui. Alors, c'est l'étape 2 de l'évolution du Media Composer 2019, c'est les effets. Donc, on est en 2021. Merci. Voilà. Ouais. On a commencé en 2017. Donc, on espère avoir quelque chose qui, effectivement, change la donne. Ouais. Entre-temps, je ne sais pas, une petite astuce, il y a un petit plugin gratuit qui s'appelle Blendix, que vous pouvez chercher aussi sur Internet, un plugin AVX fait par un développeur russe. Alors, attention. faut pas avoir peur. Non, faut pas avoir peur parce que on peut le trouver sur les C'est forums comme le Avid. Spoutnik, faut pas avoir peur, les gars, faut se le mettre. Non, mais c'est un utilisateur Avid qui a développé ce plugin et qui permet de faire des effets, tout ce qui manque, je dirais, au niveau des effets, au niveau du layering en fait, d'organisation des layers des effets dans Media Composer. C'est un plugin entièrement gratuit. Il veut même pas le vendre. Ah, Jérémy, si tu nous trouves ça, tu nous le trouves, tu nous le mets sur le chat et sur le Discord, ce truc-là, je vais chercher ça, mais je le garde pour moi. Non, parce que c'est, je disais, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de m'exprimer sur Avid, mais enfin, moi je trouve que c'est vraiment, le logiciel le plus stable que j'ai pu utiliser. Pareil, je les ai à peu près tous essayés, mais les effets, ça a toujours été la bête noire. Enfin, moi, ça fait longtemps que je passe sur autre chose et que je réapporte derrière. Parce que ça a été vraiment le truc obscur pendant très longtemps et je suis content justement qu'on change ça parce que c'était vraiment le truc qui faisait qu'on avait du mal en fait à intégrer des effets de manière rapide sur une timeline et quand on voit justement ce qui se fait sur YouTube notamment où il y a beaucoup d'effets, beaucoup de choses, trop à mon sens peut-être un peu trop. d'effets, tu les fais aussi, on connaît le truc. On est d'accord, mais il y a une demande en fait d'effets faciles et un mec qui est habitué à monter sur Premiere et qui très très vite va poser ses effets, je peux pas lui vendre à vide en fait. Je peux pas lui dire que c'est mieux, même s'il va dire ah bah ouais mais c'est vrai que ta machine elle plante tout le temps, bah ouais Premiere c'est moins stable, c'est clair. Mais non, il va quand même souvent préférer ça et c'est vrai que c'est vraiment le truc que je trouvais dommage sur Avid quoi. Donc on va apprendre qu'il y a des solutions. C'est parce que les gens ne savent pas faire les effets sur Avid, parce que là il y a un vrai apprentissage à avoir. C'est pas faux. Peut-être aussi, je suis désolé. Où il y a vraiment une formation parce que on se rend pas compte, mais tout ce qui est en télévision, la majorité du temps, t'as pas le temps forcément de passer sur le logiciel et tout est fait dans le logiciel de montage. Et effectivement, il y a ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une approche à avoir, une formation pour comprendre comment faire les choses en fait. C'est pas tiens, je vais essayer ça et ça va me faire l'effet qui va bien. Alors je rebondis là-dessus parce que je crois que souvent il y a une dame de chez vous, de chez Avid, je sais plus son nom et son prénom, une blonde qui fait souvent des tutos. Il y en a eu beaucoup pendant le Covid, pendant toute l'année, et effectivement elle fait pas mal de présentations des effets, comment les utiliser sur Avid. Enfin moi j'en ai vu quelques-uns. Je ne sais pas si tu vois de qui je parle. Tout à fait, je ne me rappelle plus son nom. Mais... Et donc c'est en anglais, je suis désolé, c'est pas en français, donc pour ceux qui ont du mal. Mais ceci dit, effectivement, j'ai découvert par exemple comment traquer avec un tracker 4 points et faire l'incrustation d'une image dans un téléphone qui est en mouvement. Donc par exemple, ça a l'air tout con, mais moi je me rappelle d'un truc, Greg, toi là-dessus, t'es
je t'ai déjà vu utiliser les effets à vide, alors peut-être qu'ils sont peut-être pas aussi poussés que dans un After, un Flame ou des choses comme ça, mais pourtant tu m'as assez bluffé la vitesse à laquelle tu maquettais entre guillemets une demande pour voir si derrière ça allait le faire en VFX, quoi. Ouais, t'as dit le très bon mot, maqueter. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je fais notamment de la fiction, je maquette tout jusqu'au son d'ailleurs, pour avoir le plus de confort possible pour un visionnage, que ce soit avec la prod ou avec la chaîne. Donc je vais incruster des choses, souvent on a des tablettes qui sont filmées avec un écran vert et 4 points de tracking, ça marche très bien. Après, il y a aussi... c'est à la fois presque un handicap, mais aussi une force chez Avid, c'est qu'il y a des tonnes d'effets que tu peux utiliser différemment. Je pense que peut-être même les développeurs chez Avid n'avaient pas pensé qu'on pouvait faire ça comme ça. C'est-à-dire que tu peux combiner 2 ou 3 effets ensemble et en tirer quelque chose de vraiment un peu compliqué. Je crois que j'en connais un que tu parles du collapse de Collapse, par exemple. Par exemple, mais non, mais ça c'est du truc de base. Je veux dire, entre le step-in, les gigognes, le collapse, il y a déjà plusieurs différentes couches. Alors, c'est jamais très facile à expliquer à des gens quand je fais des formations, parce que j'en fais de temps en temps, mais pas souvent. Et d'ailleurs, les formations que je fais, généralement, on m'appelle pour des gens qui sont déjà monteurs à vide, mais qui veulent aller beaucoup plus loin, notamment dans les effets. Mais par exemple, le couteau suisse pour moi chez Avid, c'est l'Animate. L'Animate, tu peux faire des tonnes de choses avec. L'Animate, c'est sûr. Oui, c'est le nombre de trucs que je peux faire avec un Animate en le bricolant d'une façon ou d'une autre. J'essaie de traduire ce que c'est l'Animate. Vas-y, dis-le simplement pour ceux qui connaissent pas. L'Animate, c'est tout simplement une forme de découpe qu'on peut animer, qu'on peut déformer, en faisant des points clés. On peut l'utiliser de façon très basique. Si par exemple, là, sur un des derniers films que j'ai fait, j'avais une très belle vue du port de Marseille de nuit avec des très belles lumières, sauf que je trouvais que c'était un peu vide, donc j'ai rajouté une lune. Donc une lune, on pose la lune sur la piste 2, on la met à la bonne taille, on rajoute un Animate pour découper, ça c'est relativement simple, en rond. L'avantage, c'est que par rapport à un picture-in-picture qui lui est juste une image dans l'image qu'on va pouvoir cropper, l'Animate, lui, il va avoir un flou de contour qui est très intéressant puisque du coup on va perdre. Alors évidemment, on peut lui rajouter. Voilà, c'est plus propre et puis surtout en piste gigogne, donc derrière, on va lui rajouter éventuellement un peu de correction colorimétrique pour que ça matche vraiment. Et ensuite, on peut animer tout ça pour que la lune se déplace en même temps. Voilà, l'Animate, j'ai fait ça en, je sais pas, 1 minute. Et tout le monde était persuadé que le plan avait été tourné comme ça. Donc c'est très bien, parce que moi je pars du principe qu'un très bon effet, c'est un effet qui se voit pas. C'est ça. Donc, ça vaste débat, ça pourrait faire une émission, ça, rien que ça, mais bon. Oui, c'est le vrai sujet. On fait du montage, quoi. Et normalement, le meilleur montage, c'est celui qui se voit pas. C'est-à-dire que normalement, tu n'es pas censé voir les raccords. Aujourd'hui, moi, je n'en peux plus de voir des films où tu as des images qui durent même pas 24 images. Tu as des trucs, ça fait 18 images, tu es comme ça, tu as les yeux qui saignent. Il y a des effets partout. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus ça va vite, mieux c'est. Misère aussi, oui, c'est ça. Pour moi, c'est du cache-misère. C'est-à-dire que à la base, le montage, c'est la vraie grand-mère en fait du cinéma. C'est-à-dire que voilà, il faut maîtriser cette grand-mère pour faire un vrai film. J'ai vu le remontage de Zack Snyder là, de Justice League. Le truc, il fait 2 heures. Donc, combien il fait 3 heures 3h20 avec le générique. Je me demande s'il fait pas 4 heures le film. Il fait 4 heures. 3h20. Je me demande s'il est pas. Bon, 3h20, 4 tiers. Allez, c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment. Et 8 images. Mais au moins, c'est une réécriture, c'est un remontage d'un film existant. C'est intéressant quand même. Alors, par contre, il faut avoir envie de se voir la première version, le premier montage, et de se retaper le deuxième qui dure 4 heures quand même. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Tu peux faire l'impasse sur le premier, c'est pas un problème. D'accord, ok. Bon, c'est intéressant cette partie-là. Moi, j'étais épaté de voir des séries historiques tournées dans des décors naturels en Corse où il y avait des paraboles partout. Voilà. Ça se passait dans les années 50 et tout ce qui était parabole ou fond était masqué via le Media Composer, via un Animate, un Spectramate. Voilà. Donc il n'y avait pas besoin de passer en effets spéciaux, quoi. Alors Spectramate, je crois que c'est connu aussi. Je crois que c'est connu aussi sous Cache Patate.
c'est ça, dans d'autres Oui. logiciels. Cache-patate. Le Cache fameux patate. Par cache-patate. exemple. C'est des Québécois oui, qui ont c'est- finalisé la c'est- traduction du truc, c'est pas possible. Non, c'est parce que quand tu fais des découpes, elles ressemblent souvent à une patate. Tout simplement. Mais ça existe. Cache-patate à ça- 8 c'est- points. c'est- c'est dérivé aussi directement de l'étalonnage, hein, où on dit ouais, fais-moi une patate en haut pour faire une correction d'un ciel un Sans peu trop sombre, un patate. peu trop clair. Mais typiquement, pour Parce que rebondir sur ce que disait Kaz, Mm. moi quand j'ai monté tous les Nicolas Le Floch, on tourne dans Nemours, on tourne dans des choses comme ça, on est au XVIIIe Ouais. siècle, il faut virer tous les Velux, donc je remets des tuiles, j'ai aussi, Aïe, la tuile. j'ai aussi 100 personnes, 100 figurants devant Versailles en train d'accrocher les grilles. Bon, bah 100, c'est pas assez. Donc, Ouais. ce qui est bien, c'est qu'un bon effet est vraiment... On peut bien le faire à partir du moment où il est pensé au tournage. Donc, le réalisateur, il m'a pris 100 personnes à droite, 100 personnes les mêmes à gauche dans une deuxième prise, 100 personnes au centre. Et évidemment, il a interverti les chapeaux, les trucs, les machins. Ce qui fait qu'ensuite, moi, avec juste un animate, même pas eu besoin de faire autre chose qu'un animate, je mets 300 personnes sur Versailles au lieu de 100. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est pas le même tarif. Bah oui, c'est sûr, ouais. Ouais, ça va plus vite, ça coûte moins cher. Oui, parce que s'il y avait, on en avait parlé de ça, du temps, de la proportion entre les jours de montage et les jours de tournage. On est sur, tu m'avais donné une valeur, je crois qu'en gros 2 semaines de montage, ça équivalait à une journée de tournage en budget selon les productions, c'est ça, Greg? Un truc comme ça? Bah après, tout dépend de ce que tu fais, mais non, en règle générale, c'est plutôt une journée de tournage, c'est entre un peu plus d'une semaine de montage. Après, si tu as beaucoup de figurants, c'est encore un autre tarif, hein. Mais entre les acteurs, les figurants, les techniciens, la cantine, etc., ça va très très vite. Ouais. Alors, je voudrais aussi embrayer sur un petit truc, toujours avec toi, Jean-Philippe, avant ensuite de commencer à parler un petit peu formation et tout ce qui va bien avec Karim. J'ai deux choses. Quid, alors je vais basculer l'écran, on va basculer sur ceci, bougez pas, il est là, voilà. Ah, forcément, il y a du son qui passe. Donc, je partage cet écran-là. Voilà. Enfin, vous ne voyez pas, les gars, mais en gros, Apple qui a sorti ses fameux processeurs M1. Donc, petite question à vide, parce que moi, je suis très friand de savoir ce que ça donne quand même sur ce genre de machine. Est-ce que Avid va porter, bien évidemment, Media Composer sur cette architecture de processeur? Et si oui, quand? Et tout à fait. Quand le plus vite possible, nous dirons-nous. C'est prévu, je dirais, pour fin juin. Le fait est que depuis qu'on a les machines, ça fait à peu près, je dirais, un mois, on est en train de tester. Voilà. Mais avant ça, les machines n'étaient pas disponibles, donc on ne pouvait pas développer dessus. Ah bon, vous n'aviez pas droit comme certains à des machines bêta non? Avid, vous n'avez pas le droit? Non. Ah, c'est moche, c'est pas cool. C'est pas cool. C'est comme ça, hein. C'est la vie. Hein. On travaille sur Mac, sur PC. Bon, Ah, c'est pour ça. Si tu as l'exclusivité que tu fais que du Mac, tu es avantagé. C'est ça que tu es en train de dire? Attention, tu balances. Hein. C'est normal. Oh, mais bon, sinon. Bref, on est en train de travailler dessus. Pareil pour le Pro Tools aussi. Parce que le Media Composer, il y a aussi le Pro Tools. Et est-ce que tu as déjà eu des discussions avec justement les gens du dev chez toi? Et est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, en tout cas dans l'architecture, qui fait du point de vue du soft, du montage vidéo et toute la puissance qui peut être derrière, tant sur le GPU que le CPU, qui vraiment va apporter quelque chose sur ces machines-là? Je ne sais pas. Tu sais pas? Ah mince, moi qui voulais avoir l'exclusivité ce soir, je ne l'aurais pas. Il veut pas trahir les secrets en fait, c'est ça? Pas du tout, mais on est passé de 16 MHz à je sais pas combien de MHz. Bon, ça a changé la vitesse et la qualité du montage. Il y a Matt qui dit Matt 68 depuis que le Mac n'est plus prioritaire dans le développement chez Avid. Oh, c'est pas vrai ça? Moi je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est pas qu'il n'est pas prioritaire, c'est que on n'a pas l'exclusivité d'avoir les dernières machines de chez Apple avant qu'elles sortent. Ce qui était le cas avant. Pour la petite histoire, dans les années 2000, Apple a fabriqué une machine spécifiquement pour le montage vidéo, qui n'a pas été commercialisée, qui après est devenue le G3. Mais, oui. Et puis, si mes souvenirs sont bons, à l'époque où Avid n'existait que sur Mac, il n'y avait évidemment pas ce problème, et c'est à partir du moment où il me semble que Apple a décidé de sortir son logiciel de montage qui était Final Cut, qu'ils ont un peu décidé de ne plus communiquer ni
ni les OS ni les machines en avance chez Avid. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les stations de montage sur lesquelles moi je travaille, c'est 90% du temps du PC. Ah ouais. Ce qui est moins le cas d'ailleurs chez nos amis du son. Ils ont encore beaucoup de Pro Tools sous Mac. Ouais. Alors, faut pas oublier que, on va dire chez Avid, on doit être à peu près aujourd'hui 2000. Bon, sur ces 2000, il doit y avoir 500 développeurs. Enfin, on n'a pas non plus la force de frappe pour développer à toute vitesse. Effectivement, on n'a pas la priorité sur les machines Apple. On essaye de faire un logiciel stable sur Mac et sur PC. Voilà. Mais la politique aussi d'Apple qui change d'operating system ou de port ou de dongle, c'est un peu plus délicat à tester, à mettre en œuvre. C'est vrai que globalement, c'est quand même beaucoup plus simple parce que ça fait longtemps qu'il y a Windows 10, voilà. Même si ça évolue, pas eu de changement majeur, quoi. Non, et d'ailleurs, tu parles de changement majeur, mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'arrive pas au bout du bout de comment on peut perpétuellement améliorer, entre guillemets, un logiciel de montage au final, en dehors de changer la cosmétique et moi, je me rappellerai toujours une présentation de Final Cut 7, je crois, à une grande époque où il y avait eu un lancement en pompe en France par Apple, et ils te présentaient le trim. Mais le trim, c'est un truc qui existait depuis des années chez Avid, donc c'est juste que la couche de marketing est repassée par-dessus en disant on a réinventé le téléphone, Apple a réinventé le trim. Donc bon, ils n'ont rien réinventé, mais c'était ouais, c'est tout le monde se copie un petit peu dessus à la fin peut-être. Mais qu'est-ce que demain on pourrait imaginer être révolutionnaire dans le montage? Moi, j'ai du mal à me projeter sur. On n'est pas un côté un peu mature dans le développement du soft aujourd'hui? Si, je pense qu'on est totalement mature, quel que soit le logiciel, dans le développement du soft. Après, c'est plus des interactions, parce qu'aujourd'hui, c'est plus comment on va échanger avec les gens qui font de l'audio, les gens qui font les graphiques, comment on intègre plus facilement, directement. On est plus, je dirais, dans une industrie où il faut que ça aille vite et qu'il faut que tout le monde se parle. Donc on est plus. J'ai l'impression que c'est pas mal les performances qui sont améliorées quand même. Oui, ça va prendre moins de temps à calculer, moins de temps à sortir son produit fini, moins de temps à numériser ou à capturer les médias. Voilà. Il y a peut-être une prochaine, il y a peut-être une prochaine évolution. Tu vas me dire si c'est, j'imagine que chez Avid ils y pensent depuis un certain temps, mais un peu à la Minority Report. Je veux dire, c'est un rêve de tout monteur d'avoir des images qu'on trimballe à la main. Que tu fasses ça et que ça fasse un fondu, les casques virtuels, enfin il y a sûrement des pistes qui sont explorées, j'imagine. Oui, tout à fait, mais aujourd'hui on est encore à l'ère de l'informatique avec clavier souris, donc on n'a pas encore... Si un jour vous voyez Grégoire monter sur Avid et la vitesse à laquelle il va, je me demande à voir comment tu feras avec de la gestuelle, enfin je dis ça. Peut-être, hein, après tout, pourquoi pas. J'ai vu, moi, c'est Alphabet, enfin c'est Google, il me semble, qui avait breveté, enfin je sais pas si vous avez vu ces vidéos-là, il voyait effectivement, il montrait qu'avec les mouvements des mains, je sais pas, il y a une espèce de radar, alors c'est peut-être le fameux lidar qu'on trouve aujourd'hui sur les iPhones, enfin en gros ils analysaient les mouvements des mains effectivement pour déclencher des commandes, donc pourquoi pas, mais après, entre apprendre tout un tas de gestuels comme je sais pas, on apprendrait le langage des signes, et juste cliquer avec 2 gros boutons sur une souris et sur un clavier, je ne sais pas si demain on arrivera à réinventer effectivement la façon de monter dans le vent, un Greg. Mais bon. C'est-à-dire que ça pourrait être une piste sanitaire. Ça éviterait que tous les monteurs soient assis toute la journée et fassent tous 95-100 kilos. Si on était debout à faire des grands mouvements, on ferait du cardio. Monter debout. Ouais, alors tiens, monter debout, tu rigoles, mais ça existe aujourd'hui. Même moi, j'envisage d'avoir un bureau qui monte et de travailler debout parce que je rajeudis pas, pour tout vous dire, et je commence à avoir un petit peu mal au dos, donc c'est vrai que de travailler debout, pourquoi... attends, je crois même qu'il y a des postes de travail qui existent avec des tapis de course où tu peux marcher debout et travailler. Pas mal, quand même. Mais Seb, moi, quand je faisais mes enregistrements en tant que formateur pour Avid, mais aussi pour d'autres logiciels chez LinkedIn, en Autriche, c'est ce qu'ils ont, hein, leur bureau, en fait, t'es dans une cabine où tu enregistres, et leur bureau, il se lève, et voilà, et t'es debout, et voilà, il paraît que c'est mieux pour la circulation de la voix et de l'air, puis t'es tout le temps enfermé dans cette petite pièce qui fait 3 mètres carrés, ou 5 mètres carrés. Non, mais c'est vraiment très agréable. Au début, j'avais un peu de mal, hein, mais en fait, c'est hyper agréable. Bon, mais ça se développe très très bien, hein. La preuve c'est que ça doit valoir dans les 700 €, ils y sont tous chez Ikea et il y a de plus en plus de setup
de gens qui streament, notamment du jeu vidéo, qui streament pendant Debout. plusieurs heures, Ouais. qui ont ce petit bouton, le truc se relève de 60 centimètres, s'incline et voilà, quoi. Il y a de Ouais, plus en je te plus dis, de moi monde. D'ailleurs, on le j'envisagerais voit pas pas, mais sérieusement de Seb, le il est faire assis très sur un prochainement. tapis volant. Un tapis- Non, 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 mais bon. Non, non, mais bon, après, Commence à se c'est... développer aussi dans les salles de montage. Hein. Mais, Ah bon, aussi? c'est sûr. Ouais. Ouais, mais bon. Mais je sais qu'il y a un Attends, fabricant de mobilier qui s'appelle AK Design en Angleterre qui fait aujourd'hui des espèces des super desks effectivement pour l'audiovisuel, beaucoup. Et j'en ai vu un modèle aujourd'hui effectivement qui peut monter. Et donc c'est vrai que j'en ai parlé avec certaines boîtes aujourd'hui et ils trouvent ça très intéressant. Donc bon, c'était le petit côté santé. Donc bon, qu'est-ce que je voulais te demander d'autre, Jean-Philippe? Non, alors on va continuer de toute façon, on va continuer. Ça fait 1 heure qu'on est. Et alors ça c'est, voilà, c'est comment ça s'appelle le truc québécois là? C'est un nom ça? Oui, Greg? Ouais, non, moi j'en profiterais bien d'avoir notre ami Jean-Philippe sous la main pour lui poser une petite question que pas mal de monteurs se posent. Ah, attention Jean-Philippe, sois C'est sérieux là. pourquoi Avid n'a pas pensé à faire 2 interfaces au choix, comme ça existe dans plein de logiciels, une qui ressemblerait à 2018 avec le même moteur, puisque vraiment le moteur il y a une grosse évolution et qu'il est vraiment très bien. On se passe de QuickTime, on se passe de. Pourquoi ne pas proposer 2 façons de travailler, une 2018, une 2020 ou 2021? Ah, C'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. La réponse Et va il gagne un être très prix. simple. Non, la réponse est très simple. La 2018, elle a duré ce qu'elle dure, hein, c'est-à-dire qu'on peut encore la voir, elle n'est plus sous support pour les gens qui désirent la voir. Donc, on va dire que c'est l'ancienne interface de Media Composer. Et ensuite, il y a la 2019. Pourquoi ne pas continuer? Parce qu'on se traîne du code qui a 25 ans. Et aujourd'hui, c'est impossible de faire évoluer cette version-là. Il a fallu tout détruire en fait et tout refaire. Donc c'est pour ça que ça a pris près de 5 ans. Oui, mais une interface, c'est pas si compliqué que ça à non, mais là, c'est pas l'interface. t'es développeur toi? Allez, fais le malin là. C'est pas l'interface. Mais- Là, c'est pas juste la cosmétique. C'est pas juste une couche de peinture qu'on a mis dessus là. Il a fallu tout péter littéralement pour et recommencer à zéro. Donc ça a pris 5 ans, voire même ça a pris 10 ans parce que on était parti il y a 10 ans de ça sur un autre logiciel. Mais entre-temps, on n'a pas eu le brevet, donc ça ne s'est pas fait. Alors je crois que tout à l'heure il y a DS. Ah oui, oula oui, parce qu'il y a eu le. Je crois que c'est qui? C'est Mat68 qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a eu il y a eu Softimage. Vous avez racheté Softimage, je crois, non? Vous avez transformé ça en DS, c'est ça? En Avid DS, tout à fait, qui est un logiciel de montage. Ouais. Alors il y a eu aussi le rachat de Pinnacle aussi, qui a été une grande époque. Mais bon, ça c'est. Pinnacle qui fabriquait les effets spéciaux. C'est ça. On ressort les vieux dossiers. Allez-y, vous en avez encore, je pense. Non, mais bon, c'est comme ça, hein, dans l'industrie de toute façon, qui ne tente rien à rien. Et quand tu rachètes des sociétés pour acquérir des savoir-faire, bon, après derrière, c'est pas évident, quoi. C'est clair. Ok. On va continuer. On va parler un petit peu de formation. Voilà, pareil, Greg, Jérémy et Kaz, on continue. Je remets notre ami Karim à l'antenne. Moi, je voulais que Karim soit avec nous parce que tu nous parles un petit peu. Alors, on reste toujours focus sur les gens qui viennent et la population qui vient vous voir chez Apax pour Avid particulièrement. Mais moi, en tout cas, je suis passé par là, donc c'est ce que je disais tout à l'heure dans le début de l'émission. Avid, j'ai jamais réussi à m'y mettre tout seul et je pense que même tous ceux qui vont essayer le Avid Media Composer First, c'est pas forcément hyper intuitif au départ en fait. Donc rien ne vaut effectivement un bon formateur, que ce soit un Grégoire qui vient vous former chez vous ou une formation un peu plus magistrale avec Apax et Karim ou tes collègues. Mais force est de reconnaître que quand tu passes par la case formation, quand tu as expliqué la philosophie de l'outil, moi j'ai bossé sur Premiere, je bossais sur Final Cut, sur Resolve pas encore, je testerai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai du mal à décrocher, et pour moi c'est que Avid pour le montage. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça, Karim? Plein de choses. Alors juste un tout petit aperçu sur mon parcours, parce qu'en fait à la base, je suis quand même Final Cut, faut le savoir, d'accord? Oui, c'est vrai. Case, tu as trahi. Aussi. À la base, en fait, alors c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai commencé en apprenant sur du Avid Express DV, free,
C'était vraiment génial. Et en fait, Ouh. ça m'a. Quand j'étais. Ouais, quand j'étais. Je crois qu'Escaz se moque de toi. Ça, à l'écart, hein, c'est pour te dire, enfin à l'ESRA, Ouais. eh bien, en fait, ça m'a quand même vachement apporté de rigueur, en fait. Hein. Il n'y avait pas beaucoup d'effets, il y avait peu de... Je crois qu'il y avait 8 pistes, je sais même plus s'il y a 8 pistes, non, il y avait 8 pistes audio et 2 pistes vidéo. Donc, il fallait se débrouiller avec ça. Et ça, c'était une très bonne rigueur. Et puis après, je suis passé sur du... J'étais contacté par le monde de la pomme pour former sur un logiciel que vous connaissez, qui s'appelle Final Cut, le 7, et puis le 10. Et j'ai eu la chance de retomber un petit peu sur des très gentilles personnes, notamment Kaz et d'autres personnes chez Avid, et j'ai eu la chance de devenir formateur pour Avid. Et ça, franchement, c'est une super expérience, parce que ce que j'ai essayé de mettre en place, que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce que j'avais appris sur la méthode Final Cut, c'est-à-dire la souris, hein. En gros, c'est ça, hein, c'est utiliser la souris le maximum. Et ben en fait, dans ma façon d'enseigner, entre guillemets, et puis de former sur du Media Composer, j'ai essayé de cibler des personnes qui étaient réfractaires à du Media Composer à la base, comme j'ai peut-être pu l'être au départ, parce que je trouvais ça compliqué, parce que c'était facile de faire un trim en tirant sur le bord du rush, et puis que c'était assez intuitif d'utiliser d'autres logiciels type Final Cut. Mais en fait, j'ai essayé d'utiliser cette méthode-là sur du Media Comp et de cibler des gens qui étaient réfractaires. Et le fait de montrer qu'en fait Avid n'était pas uniquement entre guillemets old school, et je fais exprès d'utiliser ce terme-là, il n'y a pas d'arrière-pensée négative là-dedans, mais on va dire ciblé à des ciblé à des personnes des monteurs qui ont l'habitude de monter depuis, on va dire, l'époque de la pellicule, en fin de compte. On a souvent eu tendance à dire, enfin moi en tout cas je l'ai constaté, que le public qui montait sur du Media Composer était d'un autre temps. En fait, cibler des Grégoire, personnes... tu es d'un autre temps. Pas du tout, mais il n'empêche que avoir abordé Avid Media Composer, je me souviendrai toujours d'une présentation au Satis que j'avais fait pour Avid sur le stand, où j'avais changé totalement l'interface, et je vous prie de m'excuser par avance, j'avais changé complètement l'interface de Media Composer, où en gros j'avais mis un seul visualiseur, si ça vous rappelle pas un Final Cut 10, franchement, un seul visualiseur, j'avais assombri l'interface complètement, j'avais mis le bin avec des grosses icônes, où on pouvait survoler les vignettes à l'intérieur, et puis je montais, entre guillemets, à la Final Cut 10, j'avais mis une timeline avec des vignettes sur la timeline grosse Sacom, vous voyez, avec les formes d'ondes. Et en fait, tu reconnaissais pas trop Media Composer, quoi. Ça ressemblait à un logiciel entre Premiere et Final Cut 10, quoi. Parce qu'en plus j'avais assombri l'interface. Et ben n'empêche que l'aborder de cette façon-là, moi d'abord ça m'a vachement réconcilié avec Media Composer. J'ai trouvé Media Composer extrêmement réactif. Et puis aussi efficace en fait, hein. Et qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de monter sur Media Composer, que c'était pas uniquement au clavier, qu'on pouvait aussi proposer un montage qui pourrait cibler des personnes qui viennent d'autres logiciels où on utilisait plus la souris. Voilà, donc c'était pour la petite histoire, c'est pour dire voilà le parcours et l'expérience que j'ai par rapport à la formation. Sinon, pour répondre à ta question, non, c'était quoi déjà ta question? Bah c'était Non. Il est parti. Je reviens, je te rattrape. Je vais t'attraper, reste là. C'était en gros le profit des gens qui viennent justement te voir. Qui sont-ils, quels sont-ils, et voilà, parce que quand aujourd'hui on vient chez Apax Design faire une formation, est-ce que c'est de la certification des gens comme notre ami Jérémy qui vont renforcer leurs connaissances? Est-ce que c'est des gens dont c'est une vocation et se sont dit tiens aujourd'hui je vais monter sur Avid? Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent pour Avid et chez toi? Voilà, après, donc effectivement, dans le centre de formation dans lequel je travaille aujourd'hui, Apax Designs, on fait de la formation sur du Media Composer, et on a deux axes de formation. Rapidement, on a l'axe des certifications, parce que Avid a mis en place des certifications sur Media Composer. Ce sont des sessions, on va dire, assez courtes, basées sur un cursus de formation qu'Avid a validé, a mis en place. Ils ont développé ça, c'est extrêmement bien fait, basé sur des bouquins qui
qui sont assez épais, et des vraies bibles en fait. Hein. Kaz, je pense que tu seras d'accord aussi avec moi, et puis ceux qui ont eu la chance d'avoir ces bouquins entre les mains. J'en ai. Donc il y a quatre modules. Tu as été un très bon stagiaire d'ailleurs, Sébastien, je m'en souviens bien. Oh là là. Donc quatre bouquins. J'ai eu mes 2 donc, 101, certifications, j'ai la 101 et la 110, monsieur. Écoute, absolument, je peux le confirmer. Et c'est là, normalement, Grégoire, tu dois applaudir. Excuse-moi, je fais un peu le... Non, ça oubliant, m'impressionne mais- pas, moi j'ai la licence 4. C'est- Aïe, 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 aïe. Ok. Enfin, je trouve Donc, il y a un petit jingle audio. Pardon, Magnéto, vas-y, c'est ça. ouais, c'est ça. Donc ces modules de formation, là, ces 4 modules de formation, le 101, 110, 201, 210, ils sont plutôt dédiés à des personnes qui ont la connaissance déjà de Media Composer et qui veulent, se mettre à jour rapidement, parce que je crois que c'est 3 jours par module. Chez nous, ça peut être 4 jours ou 2, suivant, je crois que chez VIT à Londres, c'est 2 jours pour le premier module et 4 pour le deuxième, je sais plus, mais enfin voilà, nous c'est par base de 3. Ça peut raccourcir. C'était 5 jours, moi, quand je l'ai fait à l'époque. Hein. Ouais. En fait, c'était 5 jours sur le 101-110. Et là, c'est 6 jours sur le 101-110. Donc, nous, on l'a rallongé. Ok. Ouais, parce que ça allait trop vite. Et puis, faut savoir aussi que les cursus sont en anglais, le logiciel est en anglais, la plupart du temps. Et Alors attends, donc, je il y a parle quand à même toi, un examen de futur certification. stagiaire qui va aller chez Apax Design et qui va faire le QCM en anglais. C'est toujours en anglais, je crois, c'est ça. Hein. Ou alors en français avec une traduction bizarre, tu vas galérer, je te le dis d'avance. Non, c'est en anglais. Ouais. Ça y est, Ok. en anglais. Bon, mais si tu parles pas bien anglais, tu vas galérer quand même. Bon. Surtout si tu as un formateur qui s'appelle Karim, comme vous le savez, c'est pas suédois, et qui parle un accent anglais. I'm very, very happy to work with you, it's very nice. Bon. Donc on va dire que ça, c'était plutôt destiné à un public connaisseur déjà, qui veut gagner en compétences et qui veut se mettre à jour. Après, on a un autre cursus qui fait 10 jours, celui-ci, qui est pour le coup, c'est plus long, donc c'est, on va dire, l'équivalent de la session 101-110 en 10 jours cette fois-ci, mais où en gros, on apprend aux stagiaires, qui peut être un stagiaire qui vient d'un première, qui veut devenir monteur et qui a monteur spécifiquement destiné Il y en a au qui viennent métier de la post-prod Premiere ou télé. de Final Cut et qui viennent pour se former sur Alors, Avid. beaucoup de premières, oui, de premières. Final Cut, non. On a très peu. Enfin, si, j'ai dû avoir 1 ou 2 personnes qui venaient de D'accord. Final Et Cut attends, 7. ceux qui sont venus sur Premiere, est-ce qu'ils ont été formés sur Premiere ou est-ce qu'ils ont été autodidactes sur Premiere? Ils ont été formés sur Premiere pour 2 tiers d'entre eux. Et il y a eu des autodidactes sur Premiere, Final Cut, enfin voilà, autodidacte, et qui a dit, moi je veux cibler des chaînes de télé, des boîtes de prod télé, documentaires aussi, journalistes également, donc je veux me former à D'accord, donc on revient à ce que Greg disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vraiment une correspondance entre le soft et certains secteurs, entre le documentaire, le cinéma et le broadcast dans son ensemble au niveau de la télé. Absolument, en fait, ça c'est... Aujourd'hui, on n'en est plus, nous, alors surtout en tant que centre de formation, on n'est plus à dire tel logiciel est meilleur ou tel logiciel est moins bien. Non, aujourd'hui, on tente d'analyser le marché le plus possible et de proposer des offres qui répondent à une vraie demande. Aujourd'hui, quand tu veux monter dans une structure collaborative, dans une structure post-prod, dans une structure professionnelle, on va dire. D'ailleurs, nos formations s'appellent Post-Prod Pro, souvent. Et bien à ce moment-là, on oriente plutôt vers du Media Composer. On oriente vers du DaVinci aussi, parfois, parce qu'il y a pas mal de DaVinci qui arrivent dans les chaînes de télé. Mais voilà, donc il y a une chose intéressante. Alors maintenant, moi, j'ai arrêté de faire des formations chez Apax Design pour m'occuper plutôt de la partie gestion du département. On a notre formateur Olivier Vigneron, que vous connaissez peut-être. Olivier Vigneron, qui ne connaît pas Olivier Vigneron, des Yak, qui doit nous suivre d'ailleurs, hein, il doit être sur... S'il nous voit, je le salue. Bah écoute, salut Olivier, voilà. Si tu ne nous vois pas là en tout cas, j'espère que tu nous verras en replay et puis j'espère qu'on t'aura aussi prochainement pour une émission avec nous parce qu'on a envie de parler aussi d'autres logiciels avec toi. Donc voilà, donc je te fais un petit peu de séduction. Donc je voulais dire T'inquiète, c'est bien. Ce que je voulais dire par rapport à Olivier, c'était qu'il avait une culture également Final Cut à base, il a bossé sur du Premiere et aujourd'hui il est formateur Media Composer. Donc je pense que
ça représente vraiment l'esprit qu'on a chez Apax, où en gros, on veut aussi bien cibler, entre guillemets, des anciens monteurs, même si le terme je l'aime pas trop, mais des monteurs qui ont eu l'habitude de monter sur les anciennes versions de Old Media school. Composer et qui veulent se mettre à jour. Oui, je sais pas quel terme utiliser autre que celui-ci, et si vous en trouvez, n'hésitez pas. Grégoire, t'as peut-être un terme pour désigner les anciens monteurs? Ou Jérémy? Non, mais Les vrais, pour les vrais. en tout, non, mais en tout cas pour effectivement, tu vois, tu parlais de première, mais il y a aussi, rappelle-toi, Seb, j'ai fait ça pour toi. Je Ouais. suis allé à Télé Grenoble, Ouh. qui est une Oui, chaîne c'est vrai. locale, Ouais. pour former tous les journalistes, les JRI, à Media Composer, parce que ils travaillaient, si mes souvenirs sont bons, Edius. sur Edius ou quelque Edius. ouais. Et ouais. Et voilà. Et par rapport à Resolve, a priori, propose des choses très bien. Encore une fois, la force David, c'est que via des sociétés comme la tienne, on va avoir une hotline, on est dépanné en 24 heures. Enfin, Christophe de chez toi m'a sorti d'une panade épouvantable en un week-end, alors qu'on était à 2 jours du PAD, donc Christophe prêt à connaît pas. diffuser. Et ça, je le remercie beaucoup, parce que vraiment, c'était un gros film, une sortie cinoche et tout. Enfin, c'était une horreur. Mais donc, en tout cas, voilà, il y a vraiment ce support, ce suivi, ce dépannage qui a un prix, hein, évidemment. Mais chez Resolve, c'est un fabricant qui fait des très belles choses, mais il y a zéro suivi derrière. On peut même pas les avoir à la hotline, elles n'existent pas. T'as une carte qui tombe en panne, tu mets des mois Alors pour attention, tu commences à dire des choses négatives. J'avais dit qu'on ne dirait pas parce que justement j'en ferai une spéciale et je pense que je leur donnerai la parole aussi parce que c'est intéressant de savoir. Mais c'est pas négatif. Ouais. Moi j'ai commandé avec des amis une caméra qui était censée être livrée en mai. On l'a eu en décembre. On a eu des cartes qui ont mais foiré. là c'est autre chose. Là, après, non. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que les produits, je les adore. Mais il faut juste que ça tombe pas en panne. Ouais, d'accord. Ok. Bon, mais c'est leur philosophie. Mais on va pas. C'est leur philosophie. Ouais, je comprends. Mais bon, je préfère qu'on reste focus sur Avid. Ouais. Vas-y, Gary. C'est aussi ça, Greg, c'est qu'effectivement, quand tu vas monter sur du Media Composer, derrière, tu as presque une équipe, en fait. C'est une famille Media Composer. Tu sais très bien que si jamais, que ce soit au travers de boîtes comme DID, ou que ce soit directement la hotline Avid ou autre, on a... tu sais que tu es rassuré. Tu te dis, voilà, je me lance là-dedans, on est rassuré. Tu vois, y a surtout quand tu as un gros moment de solitude comme Greg l'a vécu, c'est vrai que quand tu es sur un film important avec des enjeux importants et que tu as un gros problème. Alors, mais c'est pas seulement le fait d'avoir des revendeurs qui ont aussi de la hotline, c'est que Avid, ils ont effectivement un service support qui est toujours joignable, et je crois, Jean-Philippe, ça tu peux me le confirmer, même si tu as juste un abonnement à 360 € par an, un truc comme ça, et que tu utilises ton compte et que tu envoies un message au support, tu auras une réponse et un vrai suivi de ton problème. Tout à fait, vous l'avez très bien dit, hein, c'est vraiment une famille. Donc après, de par l'historique, il y a effectivement les gens qui connaissent, donc tu peux toujours appeler quelqu'un, une connaissance qui va te démerder le truc, donc ça c'est classique. Après, effectivement, il y a le réseau de revendeurs, et ça c'est aussi vachement important. C'est pas juste vendre un logiciel, c'est aussi avoir des connaissances, et là chez Bid, vous les avez, il y a un réseau aussi de revendeurs qui est assez conséquent. Et après, effectivement, il y a en plus le fait de pouvoir appeler directement Avid, ou alors en allant sur Internet en disant écoutez, ça marche pas, que se passe-t-il? Et généralement, avant que ça arrive, il y a déjà 95% du temps où c'est réglé par le réseau des revendeurs. D'accord. Il y a Matt qui nous dit sur le chat que en 2000, Avid était très à l'écoute des monteurs et après beaucoup moins. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors moi, je peux te dire ce qu'il veut dire par là, parce vas-y. que on faisait ces trucs-là ensemble à l'époque à Levallois-Perret. Tous les jeudis, il y avait des groupes de quasi de parole. Hein. Bonjour, je suis monteur. Non. Tu venais rencontrer des gens qui développaient, qui revendaient, etc. Et voilà. Et effectivement, ils te disaient qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et ils faisaient remonter l'info. Ouais. C'est vrai que ça a duré quelques temps. Après, aussi bien Matt que moi, on n'avait plus trop le temps d'y aller, mais c'était vachement bien, quoi. C'était vachement bien. Et c'est en ça que c'est ce que je dis toujours. Ça a été pensé pour des monteurs. C'est vrai que depuis, effectivement, le début des années 2000, ces réunions-là ont disparu. Bon, après, ça a changé de forme. De toute façon,
Ah, Oui, ça, oui. Ça a Non, changé de mais forme c'est vrai que aujourd'hui. tu peux faire remonter des informations. Tu peux remonter des informations. Tu vas par exemple sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Avid Editor Facebook. hum, Et moi, je ne me sers très peu de Facebook, mais par contre, ce groupe, c'est que des utilisateurs et ouais. qui est même pas modéré par Avid. Mais par contre, on a une personne dédiée qui s'appelle Mariana Montag, qui est là, je pense qu'elle a dû arriver un an avant moi, hum, voilà, et qui est la super héroïne de tous les gens qui vont sur ce groupe, parce qu'elle, hum, comme tu le dis si bien, elle te démerde n'importe quel coup, quoi. Donc D'accord. c'est par ce biais que aujourd'hui la voix, on va dire, des clients ou des monteurs se fait entendre. Hum. Ok, donc là, donc, mais bon, bah, finalement, oui, on en revient aussi à l'histoire de la communauté, c'est la force aussi. Alors, il n'y a pas que la communauté qui fait la force aussi de l'outil chez vous, il y a aussi le workflow. Alors, on va pas rentrer dans tout ce qui est workflow, broadcast, télé, toutes ces choses-là, mais il y a aussi quelque chose quand même qui a vachement, il fut une époque, changé la donne sur le montage. Non linéaire, c'est le stockage centralisé et les workflows collaboratifs. Parce que à Avid, il me semble, alors peut-être aussi Lightworks, je crois, peut-être Lightworks avant Avid, avait aussi un système de gestion de base de données de partage, en tout cas sur les métadonnées propres au Rush et tout. Mais c'est vrai que sur Avid, et c'est ce qui fait toujours la force aujourd'hui de ta société, Kaz, on le retrouve honnêtement, Greg il bosse dans beaucoup de boîtes de prod, il y a des stockages centralisés Avid partout. Oui, mais c'est pas juste pour centraliser le stockage, c'est aussi développer les méthodologies pour travailler Oui, plus rapidement, oui, changer non, les mais, oui, choses. oui, oui. Ouais, ouais, Alors c'est rigolo parce que ça date de 97. Et ouais. en réalité, c'est le Disney les premiers qui ont fait du Mm. stockage centralisé sur en base d'Avid parce que Avid, il savait pas le faire. Et après, c'est dérivé de ça, du stockage centralisé, un Quand tu dis serveur qu'on Disney, les envoie. premiers, c'est-à-dire, ils ont quoi? Ils ont customisé un truc que Avid a Ouais, repris ils ont ou... customisé un truc que Avid a repris. Ah ouais, Parce énorme qu'ils avaient ça. besoin pour un film, voilà, à l'époque, on pouvait pas brancher plus, je sais plus, de 60 disques, tu vois. Donc eux, ils D'accord, avaient trouvé un moyen de brancher 3 fois 60 disques sur 3 machines. ok. Et Voilà, Karim, après, est-ce que le stockage centralisé ou les workflows comme ça de travail collaboratif, c'est quelque chose que vous proposez en formation ou pas du tout chez Apax? Alors, nous, on ne propose pas pour l'instant ça chez Apax Design parce qu'il faut des infrastructures que pour l'instant on n'a pas. Ouais. Et c'était également, il fallait qu'on se fasse une place, entre guillemets, qu'on soit reconnu Mm, aux yeux des monteurs pro post-prod. Voilà. mm, Donc pour l'instant, on est plutôt sur la partie logicielle pure. ouais. Euh, mais on a en tête de mettre en place un système de travail collaboratif, un MAM, D'accord. voilà, centralisé, etc. Oui, oui, Ouais. ça Et bien toi, sûr. On ouais, et l'a. Greg, tu penses qu'il y aura un intérêt à former les gens? Est-ce qu'il y a besoin d'une formation pour faire du workflow collaboratif ou pas? Ou toi, tu arrives, on te dit, voilà, c'est prêt, tes volumes ils sont montés. Est-ce qu'il y a quand même une méthodologie entre Avid Media Composer et justement la façon de travailler en équipe sur des projets? Bah, à partir du moment où tu as du stockage partagé et du gros workflow, généralement, tu as du monde qui est formé pour ne s'occuper quasiment que de ça. Parce que au bout d'un moment, si tu commences à donner toutes les autorisations à 30 salles de montage, Ouais. ça va être n'importe quoi. Je veux dire, les partitions, les machins, il y a un mec à qui il manque de la place, il va piquer 2 terras sur la partition du voisin. Mm, Non, c'est pas possible. mm, Donc ça généralement, et alors encore plus quand tu es en fiction, que ce soit fiction télé ou cinéma, là, t'es vraiment, moi j'arrive, tout est dans la machine, mes groupes de cam sont faits, j'ai plus rien à mm, faire, quoi. À la limite, ouais. je m'ennuie un peu. Je Mm, fais vraiment que le montage. Quand tu es dans des plus petites structures, effectivement, comme par exemple Doc en Stock que tu as équipé à une époque, il y avait quand même quelqu'un qui était là pour la technique, qui gérait un peu mm, le stockage et les choses comme ça. mm, Mais tu faisais plus de choses tout seul. Donc c'est bien en tant que monteur de savoir comment ça fonctionne et de pouvoir te débrouiller dans des petites structures ou si bah, il est 3 heures du mat et il n'y a personne. mm. Mais c'est presque un boulot à part entière quand même. Hein. Ouais, Notamment dans Oui, les grosses absolument. structures, tu fais ouais, que ça, quoi. ouais, d'accord. Tu dois tout préparer, C'est toutes un les petit peu dans salles, cette optique-là etc. aussi. Mm, C'était dans cette optique-là aussi que nous on voulait initier nos formateurs à du travail collaboratif. Juste pour la petite histoire aussi, nous avons des formations sur Pro Tools. Et c'est mm, vrai que c'était extrêmement intéressant pour nous de mettre dans le même écosystème Pro Tools et Media Composer mm, et de
créer des modules de formation qui expliquent aux monteurs comment correctement, monteurs et monteurs son, hein, G-son, travailler sur ce système-là. Ouais, c'est clair. Alors tiens, Donc c'est dans cette idée-là. J'ai un truc à vous demander à tous les trois ou même tous les quatre, parce que je suis désolé Jérémy, on te voit un peu moins parce que j'ai pas de... Voilà, j'ai que 4 écrans, mais mon cœur est avec toi. D'autant que Jérémy, sur le travail collaboratif, étant à France 3, il sait pas mal ce que c'est. Hein. Ils ont éventuellement, il va t'en parler, mais ils ont leur système à eux. Mais voilà, quoi, c'est. Alors attends, avant qu'il m'en parle, j'aimerais bien que le temps tourne et on va bientôt enfin, on va essayer de respecter le timing aujourd'hui. Est-ce que vous 4, on va commencer par toi Jean-Philippe. Quel est pour toi, selon toi, le point fort David Media Composer? Si toi tu dois prendre un truc vraiment qui ressort et pour toi la force David Media Composer, c'est quoi? Alors, le meilleur outil, c'est le trim. Ok. Voilà. Tu es un bon monteur si tu maîtrises le trim. Ouais, je partage, je suis d'accord. C'est vrai que le trim est très bien. Grégoire, c'est quoi, toi, le plus gros point fort? Il y en a plein, mais le plus gros point fort que tu l'as. Le montage? Ouais, accessoirement, ouais. Non, mais je veux dire, le trim, c'est très bien. Moi, je me sers essentiellement de ça. Tu as vite fait de faire des conneries. C'est très drôle quand tu formes les gens. Les paniques qu'il y a dans les yeux des mecs. Tu synchronises tout ton montage sur les pistes, alors ça, c'est... Ah non, mais en plus, moi, ce que je fais, c'est que non seulement je travaille au trim, mais je travaille à l'extend, je travaille au cut at tail et top. Et cut des termes top. Techniques que seuls les initiés comprendront. Voilà, exactement. Mais peu importe. Toujours est-il que si t'as pas fait gaffe, si t'as pas soit solidarisé toutes tes pistes, soit tu travailles sur les bonnes pistes et tout, ton montage, t'as vite fait de le déglinguer, mais en 10 secondes. Ouais, et donc ça c'est assez drôle parce que non, mais je veux dire, il y a un côté, effectivement, comme disait Kaz, quand tu travailler sur un Avid, moi j'ai formé plein de gens, en une journée je peux former n'importe qui pour faire du cut, un titre, un machin. C'est assez simple. Une fois que tu as compris les bases et qui sont relativement simples finalement, poser un point d'entrée, un point de sortie, etc. Bon, c'est pas si compliqué que ça. Non, mais je veux dire vraiment le travail de base du montage. Faire un ours. Un ours, n'importe qui peut le faire si je le forme en une journée. En revanche, quand tu commences à attaquer le trim et comment travailler sur différentes pistes avec les autres, soit solidarisés et tout, et ben je trouve que quand tu as franchi ce cap-là, comme disait notre ami Kaz, là, je considère qu'effectivement, on peut te confier vraiment un montage. Jérémy peut t'en parler. On a refait un point là-dessus et voilà quoi. C'est tout de suite, il a les yeux qui brillent et qui voit que oh wow, c'est super. Bon, ok, il y a du contrôle Z, ça c'est bien aussi. Ah oui. Mais c'est chouette, j'ai la trace du Z sur le doigt là. Oui. D'ailleurs, je crois que le mec qui a inventé ça, le contrôle Z, il me semble qu'il est mort il n'y a pas si longtemps que ça. J'en avais entendu parler. C'est pas vrai. Je crois, oui. Si, c'est vrai. Le mec a vraiment inventé ce truc-là. Bon, je sais pas, il y a un an, mais voilà, qu'il soit béni, ouais, tu m'étonnes. C'est du pain béni, clairement. C'est clair. Et toi, notre ami Karim, qu'est-ce que tu ferais ressortir comme gros point fort de David sur le logiciel, selon toi? Je crois que j'en ai deux. D'abord, vous allez voir tout de suite d'où je viens. Hein. Le premier point, c'est le Smart Tool, figure-toi. Le Smart Tool, je trouve ça absolument génial. Quand tu veux présenter un Media Composer à quelqu'un qui n'a pas monté ou qui vient d'un autre logiciel qui a cette facilité-là, je trouve ça vraiment génial parce que tu peux faire à peu près tout. Hein. Il suffit de bien viser, effectivement. Si tu es au-dessus du plan, bah, ça passe dans tel mode. Si tu es en dessous, ça passe en tel mode. Il faut bien le maîtriser. Je trouve ça génial. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup chez Avid, qui existe chez d'autres, j'allais dire concurrents, mais d'autres co-logiciels, co-monteurs, c'est le travail en tâche de fond. Ce système, je le trouve absolument génial. Absolument génial. Quand on a formé pour Avid la télé tunisienne, j'ai eu la chance d'aller en Tunisie pour former la télé nationale là-bas, et bien en fait, vous auriez vu les yeux je crois qu'ils étaient 12, des yeux des 12 monteurs qui, eux, ils sont H24 devant la machine. Hein, qui fasse chaud, qui fasse encore plus chaud, ils sont là. Hein. Quand je leur ai montré le DMF,
Alors, donc DMF, pour la petite histoire, c'est Dynamic Media Folder. Donc en gros, tu crées un dossier sur ton bureau. Et ce dossier-là, il a des paramétrages. Dès que tu vas mettre des rushs dedans, il va se mettre à compresser, à copier, à archiver, à transcoder, à ce que tu veux. À ce que tu veux, en tout cas dans une liste de choses à faire. Waouh! Moi, je suis bluffé. Et t'as pas besoin d'avoir Avid qui tourne derrière. Ça a vraiment été génial, notamment dans leur département d'entrée-sortie, là, tu sais, quand ils importaient les rushs, ils les transcodaient, puis ils les distribuaient après sur plusieurs machines. Ça, je trouve ça vraiment génial. Voilà. Ça y est, j'ai fait ma petite dédicace. Et alors, ouais, j'en reparlerai, j'aurais encore une question à poser à toi, Kaz, mais on va demander quand même le point fort. Enfin, Jérémy qui est en formation, même s'il connaît, c'est quoi, toi, pour l'instant, dans ta formation, qu'est-ce qui est fort chez Avid? Ah bah c'est pas de ma formation que je tiens ça, moi je suis pas fait original, mais moi le trim quand même, c'est vrai quand j'y repense, c'est ce qui me manque sur tous les autres logiciels de montage. Ils ont tous essayé de le faire plus ou moins mal. Moi non mais et pareil quand j'ai découvert le trim en formation, c'était vraiment formidable. Et puis la stabilité quoi, il y a pas à dire, c'est stable. Enfin et en plus t'as pas besoin, enfin moi j'ai monté sur des toutes petites machines. Avec un MacBook Air. C'est pas la joie, mais ça passe. J'aurais pas pu faire ça avec d'autres logiciels. Je ne suis pas. Alors justement, tiens, c'est là-dessus que je veux rebondir. Il y a quand même, moi, j'ai toujours noté une différence, mais je sais pas pourquoi. Quand vous prenez par exemple Resolve ou Premiere et que vous importez pas, c'est vous linkez les médias natifs dans des codecs qui sont plus ou moins compliqués. Les autres, effectivement, sont très très forts pour les décoder, les lire très rapidement à coup de grosse utilisation GPU. Et c'est vrai que chez Avid, ça n'a jamais été le gros point fort, cette partie-là, Kaz. Pourquoi ? Bonne question. Je pense que c'est historique. Au départ, il fallait, tu avais ton temps pour numériser ta cassette. Et puis pendant que tu numérisais ta cassette, tu avais le temps de réfléchir à ce que tu allais faire. Donc c'est peut-être ça aussi. C'est vraiment une vraie explication. Je vois Greg qui lève la main. Vas-y Greg, c'est quoi ton explication à toi ? Ouais, pour info, moi j'arrive à monter des 52 minutes en AMA sans problème. Hein. Ouais. Merci. Moi je fais tout en AMA aussi maintenant. On s'est bien rattrapé quand même là-dessus, je trouve. Ouais, longtemps on a considéré que l'AMA c'était bien pour du 3-5 minutes. Moi j'ai fait dans l'urgence des 52 minutes pour Arte, pas le temps d'importer. J'ai tout fait en AMA. Ouais. Il y a eu et ça tient, et en plusieurs pistes. Ouais. Ça s'est amélioré, ça s'est vachement amélioré. Et c'est vrai que c'est ça qui est marrant, c'est que Kaz sur Avid, vous avez en plus nativement inclus des codecs. Le ProRes aujourd'hui n'est plus un codec d'AMA, en fait, il fait partie aujourd'hui des. On peut effectivement. C'est quoi le terme déjà sur Avid ? Natif. En natif. Oui, c'est ça. Enfin, ça devient effectivement l'un des codecs natifs du Mediafile, en fait, c'est ça, David. Oui. Oui. C'est ça. Non, c'est pas un codec natif, c'est que nous avons acheté le ProRes pour le mettre sur le PC. D'accord, ok. Oui, non, mais c'est une licence payante. Non, mais je veux dire, avant, tu pouvais pas, par exemple, tu pouvais pas faire un consolidate ou importer ton clip en ProRes sans le transcoder en DNX ou en une essence qui était comme ça. Sur Mac, sur Mac, oui. Ouais, sur Mac, t'as toujours pu. C'est sur PC, en fait, où tu pouvais pas, parce que c'est payant. Ouais, enfin bon, ça c'est une autre histoire. Effectivement, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits au niveau de la gestion des médias. Alors après, nous, je parle pour Avid, on a toujours peur de décevoir justement la communauté et les monteurs. C'est pour ça qu'on est toujours un peu, protectionniste en se disant « Ouh là 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 là, surtout ne faites pas ça. Continuez comme vous avez l'habitude. » Parce qu'on ne sait pas. Peut-être que ça ne va pas marcher. Contrairement à d'autres qui ont dit ouais, vas-y, il n'y a pas de problème, je peux faire un 52 avec que des médias sur 50 disques, pas de problème quoi. Alors que nous on s'est dit on voudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit et qu'on soit responsable d'un problème majeur sur un film à Popcorn. Moi, je vais donner mon point fort aussi sur Avid. Je crois que Mazeltov, qui nous écoute, partagera ce point de vue-là. Il y a aussi une rétrocompatibilité entre les versions, c'est-à-dire qu'il il me semble, moins de problèmes, entre guillemets, quand tu prends un projet qui a été fait sur telle ou telle version, d'à passer sur une autre, voire même de revenir en arrière. Alors, tout dépend des effets qui ont été utilisés, mais c'est ce qui est moins vrai sur d'autres logiciels de montage où dès que tu as mis à jour ton soft et toute ta base de données, tu es battu, tu ne peux pas revenir en arrière. Chez Avid, ce n'est pas le cas, il me semble. Ah ben c'est pire que ça, tu peux ouvrir encore un projet de 1987 avec les médias associés. D'accord. 87. Non, sérieux ? Tu peux rouvrir un projet 87 ? Je te jure. Tu peux réouvrir un projet fort sur de les 1987.
Ah bah, les users, ils s'envoient en l'air une fois sur deux. C'est pour ça qu'il faut charger sur une disquette. Pardon, Ouais. je suis encore à la disquette. Moi. Oh, Enfin, sur putain. les Non, clés même pas. Moi, USB. je les refais systématique. Ouais. Mais oui, Ouais. il faut les refaire systématiquement parce que de En toute façon. AVR3, tu m'étonnes, en AVR3. Aïe, aïe, aïe. Merci, Mais oui, Matt68 tu pour peux. nous rappeler. Ça fonctionne, ça fonctionne encore. J'ai Hmm. balancé il y a pas longtemps un vieil Avid vraiment très vieux. J'aurais pas dû. Ah, c'est mal. Malheureusement, les déménagements, mais Hmm. en 2019, j'aurai encore des projets en AVR3. Et donc tu peux descendre de version, remonter de version, ça pose pas de problème. Quoi. Ok. Non, bah écoute, ouais, merci pour ça. En tout cas, ouais, voilà, la rétro. Bon, alors, après, je sais pas si Greg, tu peux nous dire s'il y a un intérêt d'avoir, enfin, si, peut-être de ressortir des vieux projets, des vieux montages. Si, il y a peut-être Bien une sûr, utilité finalement. c'est ce que je vais faire bientôt. Ah, Oui, c'est secret, on peut le savoir, c'est pour qui? Non, Une non, 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 non. exclusivité pour le monde de Daio? Écoute, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, voilà, c'est des films qui ont été faits entre 89, qui ont commencé à être faits en banc classique, trois machines, etc. Mais à partir de 95, je crois, ils ont commencé à monter en Avid. Il y a Ouais. eu 6 films moi j'ai monté le 7e, qui se sont étalés entre 89, ça se passe en Russie, etc. Enfin, c'est tout un bins. Qui suivent une famille en fait sur plusieurs générations. Et le dernier film que j'ai monté, moi, date de 2017. Et il se trouve qu'on a une commande pour un festival qui est de condenser un petit peu tout ça. Et notamment, les 3 derniers ou 4 derniers films ont été montés sur Avid. Et je peux effectivement tous les réouvrir. On a fait le test. Donc voilà, Ok. il y a T'as retrouvé des les choses disquettes qui ont été faites. et le lecteur qui va avec? Non, mais quand tu archives bien et que tu as du monde pour s'occuper de ça, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tout est bien archivé et que tu as quelqu'un qui est propre, clean et qui te fait ça bien, bah, tu retrouves tout. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que tu vois, je trouve, ouais, c'est l'une des forces de David aussi, c'est toute cette gestion empirique depuis la genèse du logiciel et jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'on continue, même si la 2020-2021 ne plaît pas à tout le monde pour certaines choses, mais je pense quand même que l'ADN du soft et de la société, elle reste toujours très présente. Moi, j'ai pas l'impression qu'Avid, en tout cas, change. Et au contraire, je trouve qu'il y a un vrai retour je vais pas dire en arrière, mais un rapprochement des utilisateurs, parce que je crois que c'est Tiki, c'est Matt68 qui... Non, quand vous parliez tout à l'heure du fait de plus recevoir les monteurs, mais que Cast disait que ça se fait d'une autre manière aujourd'hui, ça reste quand même malgré tout une boîte qui est très à l'écoute de sa communauté, Avid. Moi je trouve, non? Monsieur Caz. Oui, bah on va laisser parler les gens David. Bah oui, tout à fait. Enfin, bon, je vous invite à aller voir sur le meilleur forum qui pour moi est Avid Editor of Facebook. Et là, effectivement. Ouais, Jérémy, tu nous le noteras ça? Tu pourras nous le mettre sur le Je peux Discord? vous faire ça. Ouais, Je peux vous faire ça. c'est intéressant parce que clairement, ouais. Ok, bah écoutez, on a 1h40 de live. Allez, moins 5 minutes plus 2 minutes de générique qu'on repris, n'est-ce pas les gars? Jérémy, tu as quelque chose que tu voulais dire peut-être? Ouais, une dernière chose aussi qu'on n'avait pas trop parlé, on a du serveur Discord. Justement, Oui. on va pouvoir retrouver tous ces fameux liens que je vais mettre tout de suite. Voilà, le Discord est, me semble, en dessous. Hein. Ouais. Vous pouvez le rejoindre, voilà. Et Voilà. on se retrouve, on peut se retrouver, voilà, tous après pour discuter, pour aller plus loin. Et vous pouvez retrouver aussi le replay des émissions, pas mal de choses, voilà. On va créer des choses petit à petit. Alors voilà, juste pour le petit mot de la fin, on est en création, ça fait la 2e émission. Moi je compte sur vous pour communiquer, parler en tout cas de l'émission. Voilà, on essaye d'y inviter des gens qui sont tous intéressants avec leur parcours professionnel, les sociétés dans lesquelles ils travaillent. Donc j'ai bon espoir en tout cas, et voilà, on s'est donné du temps, on est patient, et même si vous n'êtes pas beaucoup ce soir, moi je trouve que vous êtes, en tout cas vous avez bien interagi sur le chat aujourd'hui, et ça franchement, très actif, ouais. Merci beaucoup. La prochaine émission, on va la dédier plus sur le stockage. On fera une autre plus tard sur les autres logiciels, j'en avais parlé, sur Resolve, sur Final Cut et sur Premiere. Donc Karim, je pense que peut-être on se reverra aussi. Mais par contre, oui, moi je voudrais vous présenter dans la prochaine émission
qu'est-ce qu'on peut utiliser comme stockage dans le montage? Parce que j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte que les caméras, les codecs, l'Ultra HD et même plus, ça implique des sacrées problématiques de performance, de sécurité, et qu'aujourd'hui il y a une pléthore de stockages différents qui existent entre la petite tour de stockage à pot de balle que tu achètes à la Fnac d'une marque que je ne citerai pas, que je n'apprécie pas, et des gros serveurs ou des stockages sur une petite barrette comme ça qui défonce sa race en termes de performance par rapport à un gros stockage. Bon, je pense qu'il y a effectivement, il y a en tout cas eu sujet d'une émission à faire sur cette partie-là, toujours en lien avec le montage et la post-prod, hein, c'est toujours l'idée. En tout cas, on va essayer de vous préparer ça avec Jérémy, et puis voilà. Donc, écoutez, je ne sais pas si en tout cas vous avez un petit mot de la fin à Jean-Philippe, alias Kaz. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la communauté et aux autres personnes qui regarderont, je l'espère, cette émission en replay? Eh bien, restez à l'écoute, parce qu'il va y avoir de nouveautés qui risquent d'intéresser tout le milieu de la post-production. Voilà. Ah, Juste, tu veux pas balancer un petit peu là, spoil un petit peu, qu'on Non, puisse je peux savoir pas une balancer. exclusive. Ah punaise, combien tu veux? Ils vont Vas-y, changer le logo. On est entre nous, vas-y, combien tu veux? Non, on change plus le logo là, c'est fini, on arrête, on ne change pas le logo. Oh, tu dis Non, ça non. et dans 10 ans ils vont changer. Hein. On réfléchit Il viendra vers le logo pour à devenir plus comment écologique. mieux travailler, parce que cette pandémie a aussi posé des problématiques. Ah, ouais. Ah Et oui, le travail à distance. Effectivement, c'est plus que le travail à distance. Ah ouais, mais ça, enfin ouais, ça mérite aussi une émission parce que, et là je remercie Avid pour le coup, parce que moi l'année dernière, à cause ou grâce à la pandémie, on a découvert effectivement les workflows de travail à distance avec des technos comme Teradisy. On en reparlera aussi peut-être Ça fait plus juste tard 10 ans qu'on en parle. Il a fallu une pandémie mondiale. Bah c'est ça, mais attention, les complotistes ça, qui le nous complot. regardent vont dire que c'est C'est Avid ça. qui a lancé le virus pour lancer un nouveau nous, produit phare. C'est ça, fais gaffe à ce que tu dis. Non. Ok. Karim, qu'est-ce que toi tu peux synthétiser, enfin voilà, le petit mot de la fin sur Avid? Le petit mot de la fin sur Avid. Formez-vous. Voilà, c'était facile. Formez-vous. Formez-vous pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ça vous permet d'avoir les bonnes méthodos dès le départ, mais surtout, ça vous permet de bénéficier d'expertise de formateurs qui, eux, ont du métier derrière et qui sauront comment cibler vos attentes. Et voilà, je pense à des personnes comme Greg ou Olivier chez nous. Voilà, y a pas, ils savent d'où ils viennent et où ils peuvent vous emmener. Et à Avid, il y a quand même besoin parfois d'un minimum de guide quoi, au départ. Ouais, je partage ce point de vue. Moi, je l'ai vécu, donc et c'est ça qui est intéressant pour résumer. C'est comme tu dis, c'est des gens comme toi qui sont passés par d'autres logiciels avant, qui sont arrivés à Avid. Après, d'être versatile et de passer de l'un à l'autre, effectivement, c'est aussi très intéressant parce que selon le projet, moi-même, ça m'arrive de basculer sur du Resolve, sur du Premiere, voire même du Final Cut 10. Mais voilà, chacun y trouvera son bonheur en fonction de ses besoins. Greg, le petit mot de la fin sur Avid. Eh ben non, en tout cas, ouais, tu parlais de formation à distance, de travail à distance, pardon. Effectivement, alors il y a quand même une chose qui est très claire, hein, moi pour en avoir fait un petit peu là pendant cette année. On a testé ensemble Teradisy vachement bien, y compris avec de la DSL, hein, ça marche du feu de Dieu. Tu rajoutes Discord dessus, tu peux partager directement et faire voir ça. Moi j'ai travaillé notamment avec Discord, j'ai travaillé avec un réalisateur. Il faut le répéter ça, parce que les gens connaissent pas encore ces méthodes. Je n'arrête pas je l'aurais encore répété aujourd'hui. Le Avid et Discord, on a l'impression que ça a été fait pour. C'est même quand on a découvert ça avec Greg. Pour Ubisoft, cette année, j'ai travaillé depuis chez moi avec une vraie version d'Avid, merci Seb, avec un réalisateur qui était en Irlande et un mec qui me validait le truc qui était à Aix-en-Provence. Et voilà, avec Discord, à peut-être de temps en temps une demi-seconde de retard, mais tu as l'image plein écran, le truc, on voit comme si tu étais dans la salle. Pas grave. Oui. En revanche, il y a quand même une chose, notamment en documentaire, tu as un vrai partage avec ton réalisateur et la distance fait que tu n'as pas tout à fait la même dynamique. Voilà. Pour avoir fait les deux encore cette année,
C'est plus facile en fiction. En fiction, moi je travaille beaucoup tout seul en fiction. Le réalisateur arrive la dernière semaine et on bricole quelques trucs, mais quand il arrive, le film est fini, on ajuste. Ouais. En revanche, en reportage, plus compliqué. Reportage et doc, il y a vraiment besoin d'un échange et la proximité physique, bah vaut mieux être vacciné, quoi. Ok, d'accord. Ok, bon, mais merci en tout cas pour ce mot de la fin. Jérémy, toi, qui est en cours de formation mais qui connaît Avid et tout. Je sais plus quoi dire, non, très bien. Non, j'ai tout dit. Le Discord, allô Discord, c'est bien. Les Discord avec Avid, ça marche au top. Non mais franchement, enfin ce côté d'avoir la fenêtre plein pot quand tu balances tes vidéos, de pouvoir recadrer un peu partout, enfin. Ok. Ouais, mais ça mérite. Vous savez quoi, voilà. je ferai en dehors des émissions Twitch, je prépare aussi des vidéos tuto, on va appeler ça comme ça, sur la chaîne YouTube du monde de Daio. Et effectivement, si on peut valoriser ce genre de workflow, écoute, on pourra peut-être faire justement un truc, peut-être Greg, toi et moi, on essaiera de faire une vidéo et de montrer effectivement comment ça peut marcher. Ouais, on va faire bénéficier gratuitement de l'expertise de monstres comme Grégoire avec l'aval et l'adoubement de Kaz. Mais en tout cas, ouais, juste pour finir Discord, ne serait-ce que pour faire valider des choses quand tu peux pas te déplacer, ça t'évite quand même une demi-heure de calcul. L'envoi, t'as de la DSL, il va te falloir 2 heures. Là, tu fais play. La personne qui doit valider en face, elle voit, elle te dit tu peux me changer ce plan, tu le fais tout de suite, et il te dit ok, c'est validé, on peut envoyer. Ok. Voilà, bon, c'est cool. un temps de gagner assez hallucinant. Ça roule. Bon, en tout cas, l'invite Discord ne fonctionne pas. Comment ça, l'invite Discord ne fonctionne pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça Pourtant, j'avais. Il change pas le lien à chaque fois, c'est toujours le même, non? Ah oui, normalement oui. Tu me mets mal là. Je vérifierai ça. Merci Matt, en tout cas on va regarder ça et puis effectivement rejoins-nous sur le serveur Discord parce que j'ai l'impression que tu as copain Greg et tu as plein de choses intéressantes à dire et je sais pas si on se connaît mais un jour j'espère te rencontrer. Je vous balance ça tout de suite. Voilà, ça roule. Et ben écoutez, c'est terminé pour ce soir. On a respecté presque le timing, 1h48, on est bon. Merci à vous tous. Merci Grégoire, merci Jérémy, merci Kaz, alias Jean-Philippe Aguerre. Merci Karim, alias, je sais pas si c'est un surnom ou pas, mais en tout cas, moi j'ai passé une fois de plus un super moment. Et puis merci c'est quoi, c'est Tête à claque, ça s'appelle Non. Je ne me rappelle plus. Enfin bon, c'est pas grave. Claque, ouais. Oui, c'est ça, c'est les têtes à claque avec les personnages et la voix, les Québécois et tout. Voilà. Donc, en tout cas, oui, c'est ça. Allez sur Avid, allez sur TikTok ou sur Facebook parce que Avid, c'est quand même une boîte qui sait ne pas se prendre au sérieux et je trouve qu'elle communique d'une façon assez drôle sur ces réseaux sociaux-là. Et moi, je me marre toujours de voir des partages et des publications avec vraiment un humour qui est assez décollé. Et pour une boîte comme Avid, bah écoute, je vois pas trop les concurrents à Avid faire ce genre de choses-là, honnêtement. Ouais, peut-être, mais on est 2000. Oui, bah c'est pas mal, 2000 quand même. Donc voilà. Non mais sérieux, allez sur TikTok Avid, vous allez voir, il y a des partages qui sont vraiment très très drôles. Donc c'est pas toujours facile que pour des petites boîtes de 2000 personnes comme Avid trouvent la bonne tonalité pour communiquer sur ce genre de réseaux sociaux. Et donc voilà, en tout cas moi ça me fait marrer de temps en temps et voilà quoi. Bon, merci à tous. Instagram est très bien. Ouais, super. Allez, à très bientôt la communauté, merci à tous, merci Matt, merci Mazeltov, merci à tout le monde. Et puis voilà, n'hésitez pas à communiquer sur l'émission, à faire grossir la communauté et on continuera à, en tout cas je l'espère, vous apporter des émissions, des sujets intéressants et on continuera à en parler tous ensemble. À bientôt.
of change.